La fumée d'un cigare à 100 $ flottait dans la suite privée du Regalia Casino à Atlantic City. La nuit où un homme désespéré a misé sa propre femme dans une partie de poker. Le pot valait plus que la maison de la plupart des gens. Elle n'était pas une garantie sur papier. Elle se tenait juste là, derrière sa chaise, pesant à peine 50 kilos. Ses cheveux sombres étaient emmêlés. Elle serrait contre sa poitrine un sac à dos en toile usée, comme un enfant qui serre une peluche dans le noir. Tous les gros joueurs dans la pièce l'ont regardée, et ils ont vu exactement ce que son mari voulait qu'ils voient. Une femme maigre, silencieuse, sans valeur, qui ne pouvait même pas soutenir un regard. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, ce que même son propre mari n'avait jamais compris en 3 ans de mariage, c'est que la femme tremblante dans le coin cachait quelque chose dans ce sac. Quelque chose qui pouvait envoyer certains des hommes les plus dangereux de la côte Est derrière les barreaux fédéraux. Et ce, pour le reste de leur vie. Or, l'homme assis en face de son mari n'a pas bronché. Il n'a pas cligné des yeux, ni même bougé sur sa chaise. Alio Varez n'était pas à cette étale de poker parce qu'il avait besoin d'argent. Il possédait l'immeuble, le casino et la moitié de l'économie souterraine de la côte. À 36 ans, il dirigeait l'empire de la famille Vess comme un prédateur sur son terrain de chasse. Silencieusement, patiemment et avec une violence qui n'avait jamais besoin de s'annoncer. Mais quand cette femme a relevé la tête et que ses yeux marrons foncés, épuisés, ont croisé les siens à travers la brume de fumée de cigare, quelque chose a changé dans le regard froid et gris d'Alio. Quelque chose que ses propres hommes n'avaient jamais vu auparavant. Un sentiment de familiarité troublant l'a frappé. L'écho fantomatique d'un souvenir qu'il avait passé 8 ans à essayer de saisir. Et il a ressenti une envie soudaine et inexplicable de protéger cette femme. Ses yeux épuisés reflétaient la seule lumière qu'il avait vue dans ses heures les plus sombres. « J'accepte le pari », a-t-il dit. Sa voix était si basse que le croupier a dû se pencher pour l'entendre. « Montrez vos cartes. Si ce début vous a déjà accroché, faites-moi une faveur. Appuyez sur le bouton. J'aime pour que plus de gens puissent découvrir cette histoire. Abonnez-vous et activez la cloche, car vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les histoires qui vous prennent à la gorge et ne vous lâchent plus. Le silence dans la suite glaciale était absolu. Tous les yeux étaient fixés sur la table, attendant de voir si ce pari imprudent serait le triomphe ultime de l'homme ou la perte finale de la femme. Troy a montré sa main en premier. Il a claqué ses 5 cartes sur le tapis de feutre vert avec un bruit sec qui a résonné dans la salle VIP. Un sourire narquois s'est étalé sur son visage, un triomphe brut, alors qu'il révélait d'un foule des rois par les 10. Il s'est penché en arrière sur sa chaise, les bras grands ouverts, comme s'il venait de conquérir le monde entier. Son rire a fendu l'air épais de fumée de cigare dans une explosion stridente. « Regarde ça et pleure, Varese !» a-t-il crié, la voix tremblante d'excitation et d'alcool, des postillons atterrissant sur la table. « C'est mon pot. C'est mon argent. » Jusqu'au dernier centime. Alio n'a pas regardé les cartes de Troy. Il n'a même pas regardé la pile d'argent au milieu de la table. Il est resté assis en silence, 2 doigts posés sur sa première carte, et qu'il a commencé à les retourner lentement, une par une. As de trèfle. Ses doigts se sont déplacés vers la deuxième carte, As de carreau, puis la troisième, As de cœur. La salle VIP a commencé à murmurer. Les chuchotements se sont répandus comme une traînée de poudre, car chaque joueur dans cette aile savait exactement ce que signifiait 3 As. Troy a cessé de rire. Le sourire s'est figé sur ses lèvres, comme si on avait vidé chaque goutte de sang de son visage. Alio est retourné les 2 dernières cartes, ni pressé, ni lent, juste au rythme exact d'un homme qui savait que le temps dans cette pièce lui appartenait. Dame de pique, dame de trèfle, un full des As par les dames. La pièce a éclaté dans un vacarme stupéfait. Le croupier a reculé d'un pas, ses 2 mains tombant le long de son corps. Personne ne lui a dit quoi faire ensuite, car personne dans l'histoire de cette salle n'avait jamais vu un pot se terminer comme ça. Troy s'est levé d'un bond, sa chaise volant en arrière contre le mur de marbre. Tout son corps tremblait comme si on venait de lui verser de l'eau glacée sur la tête. « Non, 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 tu as triché. C'est impossible. Tu as truqué le jeu, espèce de... » Il n'a pas pu finir,
Pax a fait un seul pas en avant, juste un. Mais ce pas a atterri avec un tel poids que Troy a ravalé le reste de son insulte. Alio s'est levé. Il n'a pas crié, n'a pas frappé la table, n'a pas sorti d'armes. Il a simplement boutonné sa veste de costume d'une main, ajusté le poignet de sa chemise, puis a regardé Troy avec des yeux gris cendre qui ne laissaient transparaître aucune trace d'émotion lisible. Et ce vide était la chose la plus terrifiante dans la pièce. Votre dette est effacée, a dit Alio Barrio, sa voix si basse et si égale qu'elle sonnait comme une sentence signée bien avant le début du procès. Elle m'appartient. Vous quittez Atlantic City avant l'aube. Si je revois votre visage n'importe où sur cette côte, je n'aurai pas besoin d'une table de poker pour régler ça. Troy a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Il a regardé autour de la pièce, cherchant un regard de sympathie, un hochement de tête. N'importe quoi qui pourrait montrer que quelqu'un dans cette pièce était de son côté. Il n'y avait personne. Chaque homme dans sa salle VIP s'est soit détourné, soit a fixé le verre devant lui. Car dans ce monde, se tenir aux côtés du perdant face à Alio Varez n'était pas de la loyauté. C'était une invitation à la mort. Troy a reculé vers la porte, s'est pris le pied dans sa propre chaise. Puis il s'est retourné et a franchi en titubant la lourde porte en chêne, disparaissant dans le couloir de l'hôtel sans jamais jeter un regard en arrière vers la femme qu'il venait de laisser sur la table de poker. Alio est resté immobile un instant. Il a ramassé l'argent dans le sac en cuir que Pax lui avait déjà tendu, sans le compter, parce que l'argent n'avait jamais été ce qu'il était venu chercher ici. Puis il s'est retourné et a marché vers le coin de la pièce où se tenait Sloane. À chaque pas qu'il faisait, elle reculait d'un pas. Son dos a heurté le mur. Ses mains serraient le sac à dos en toile contre sa poitrine si fort que ses jointures sont devenues blanches. Ses yeux marron foncé le regardaient, non pas avec gratitude, mais avec quelque chose de bien plus vif. La fureur mêlée à la terreur. Le regard de quelqu'un qui a été transféré d'une prison à une autre trop de fois pour croire que celle-ci serait différente. Alio s'est arrêté à 3 pas d'elle. Il ne s'est pas approché davantage. Il n'a pas tendu la main. Il n'a pas souri. Il a seulement dit 2 mots, sa voix basse et plate comme la surface d'une eau nocturne. « Suivez-moi ». Pax avait déjà ouvert l'ascenseur privé qui menait au parking. L'escalade noire blindée attendait au sous-sol. Au sous-sol, moteur en marche, phare éteint. Sloane est monté sur la banquette arrière comme quelqu'un qui entre dans un tribunal sans savoir quelle sera la sentence. Elle s'est assise, pressée contre la portière, son sac à dos sur ses genoux, les yeux fixés sur la poignée de la porte, comme si elle calculait à quelle vitesse la voiture pouvait rouler avant qu'elle ne saute et survive. Alio s'est assis en face d'elle. Toute la largeur de la banquette arrière les séparait, et il n'a pas dit un mot de plus. Pax a quitté le garage et s'est engagé sur l'autoroute d'Atlantic City en direction de Philadelphie. Personne dans la voiture ne parlait. Il n'y avait que le moteur et le bruit du vent de novembre hurlant contre le verre blindé. Et dans ce silence, 2 personnes portaient des secrets assez grands pour réduire en cendres toute la côte Est. Ils étaient assis à moins d'1 mètre l'un de l'autre, et pourtant d'aussi éloignés qu'un océan. L'escalade glissait sur l'autoroute dans la nuit. Les lampadaires balayaient des traînées orange pâle sur les vitres blindées, puis disparaissaient. Balayaient et disparaissaient, régulières comme la respiration de quelqu'un qui essaie de rester calme. Alio était assis, immobile, sur la banquette arrière, les yeux tournés vers l'avant, mais il ne regardait pas vraiment la route. Il regardait dans le rétroviseur. Dans ce petit miroir, Sloane était assise, pressée contre la portière du côté opposé. Son front reposait contre la vitre, son sac à dos en toile serré sur ses genoux. Ses yeux étaient ouverts, mais ne fixaient rien du tout. Elle ne pleurait pas. Elle ne tremblait plus. Elle était juste assise là, avec le visage de quelqu'un qui avait pris l'habitude d'être emmené dans des endroits qu'elle n'avait pas choisis. Et à ce moment précis, quand la lumière d'un lampadaire a balayé son visage puis a disparu, révélant la ligne nette de sa pommette rendue saillante par la faim et l'obscurité remplissant les creux sous ses yeux, Alio a senti quelque chose se tordre durement dans sa poitrine. Une violente traction en arrière dans le temps, vers quelque chose qu'il avait passé 8 ans à essayer d'enterrer et n'avait jamais réussi. 8 ans plus tôt, à Baltimore, Alio avait 28 ans. Il n'était pas encore le patron de quoi que ce soit,
sauf d'une petite équipe de 6 hommes et d'une ambition plus grande que la ville elle-même ne pouvait contenir. Il bâtissait son pouvoir sur les cendres laissées par son père. Une rue, un accord, un ennemi soumis à la fois. Mais dans ce monde, l'homme qui grimpe le plus vite est aussi celui qu'on essaie d'abattre le plus tôt. Cette nuit-là, la purge était venue de l'intérieur de sa propre organisation. Les 2 hommes en qui il avait le plus confiance l'avaient vendu à une famille rivale de Baltimore. En échange, ils obtenaient le contrôle de la route de transport le long de l'Interstate 95. Ils lui ont tendu une embuscade dans la ruelle derrière un restaurant de fruits de mer à Fells Point, où il venait de terminer une réunion qu'il pensait être avec des alliés. 2 tirs, tous deux l'ont touché à l'estomac. Alio est tombé sur le pavé de briques mouillé, son sang se mêlant à l'eau de pluie qui coulait le long du caniveau. Et pendant ces quelques brèves secondes, il était absolument certain qu'il allait mourir à 28 ans dans une ruelle immonde. Une ruelle que personne ne se souciait de nommer. Mais Alio Varese ne mourrait pas si facilement. Il a rampé. Il s'est traîné sur 3 pâtés de maison avec 2 balles dans l'abdomen. Le sang l'imbibait de la taille aux genoux jusqu'à ce qu'il réussisse à pousser la porte des urgences de l'hôpital Johns Hopkins à 2 heures du matin. Il s'est effondré là, sur le sol carrelé blanc de l'accueil. La dernière chose qu'il a vue avant que sa vision ne commence à se brouiller fut une paire de baskets blanches courant vers lui. Elle était jeune. C'est la première chose qu'il a remarquée. Des cheveux bruns attachés hauts, quelques mèches rebelles collées à son front par la sueur. Des yeux marron foncé, grands, mais pas paniqués. Elle portait une blouse bleu clair avec un badge d'infirmière étudiante épinglé sur sa poitrine. Mais il ne pouvait pas le lire car sa vue avait déjà commencé à se brouiller. Elle s'est agenouillée à côté de lui et ses mains, de petites mains, mais stables d'une manière qui semblait presque impossible, ont appuyé fort sur son estomac, avec une force qu'il n'aurait pas cru possible venant d'un corps si frêle. La douleur, une douleur si féroce qu'il voulait crier, mais il n'avait plus de souffle. Elle a crié quelque chose dans le couloir, sa voix déchirant le silence de minuit du service des urgences. Elle appelait un chirurgien, appelait du sang, appelait un brancard. Mais pendant tout ce temps, ses mains n'ont pas quitté son estomac, même pas une milliseconde. Alio se souvenait d'avoir essayé de dire quelque chose. Peut-être merci. Peut-être n'appelez pas la police. Il ne s'en souvenait plus. Mais il se souvenait du moment où ses yeux ont commencé à se fermer. Et elle a attrapé sa main. Pas doucement, pas de la manière douce dont les gens essaient de réconforter les mourants. Elle l'a agrippé fort, si fort que ses jointures sont devenues blanches, comme si elle le retenait à la terre par la seule force de sa volonté. Et elle a dit, sa voix tremblante, mais chaque mot clair, « Ne fermez pas les yeux, regardez-moi. Vous n'allez pas mourir ce soir. » Il l'a regardé. Il a regardé droit dans ses yeux marron foncé. Et à travers la douleur et la perte de sang, il a pensé que c'étaient les plus beaux yeux qu'il ait jamais vus de sa vie. Non pas parce qu'ils étaient beaux au sens ordinaire du terme, mais parce qu'il refusait de le laisser mourir. Puis tout est devenu noir. Quand il s'est réveillé, il était allongé à l'arrière d'une camionnette, bandé serré autour de l'estomac, avec Pax conduisant vers le nord en direction de Philadelphie sur l'autoroute. Ces hommes l'avaient sorti de l'hôpital avant l'aube, avant que la police n'arrive pour poser des questions sur l'homme qui avait pris 2 balles et ne portait aucune pièce d'identité. Il n'a jamais appris son nom. Il a essayé de la retrouver. Il a renvoyé des hommes à Johns Hopkins pour poser des questions sur l'infirmière étudiante de nuit. Mais l'hôpital ne donnait pas d'informations sur ses employés à des hommes en costume noir posant des questions d'une voix menaçante. Il a essayé d'une autre manière, plus douce cette fois. Mais le temps a passé, le pouvoir a grandi, les ennemis se sont multipliés. Et ses yeux marron foncé se sont lentement retirés dans un coin de sa mémoire. Ils sont devenus une pensée qui ne survenait qu'à 3 heures du matin, quand le Bourbon était fini et que la suite était trop silencieuse. 8 ans, et maintenant ses yeux étaient assis à moins d'1 mètre de lui, à l'intérieur d'un escalade blindé sur l'autoroute de Philadelphie. Plus mince, plus épuisé, plus usé. Mais toujours ces mêmes yeux. Les yeux qui refusaient de laisser quelqu'un mourir devant eux. Alio s'est détourné du rétroviseur et a regardé par la fenêtre de son côté. Sa mâchoire s'est crispée, sa main s'est serrée sur sa cuisse. Pax a jeté un coup d'œil dans le miroir, a reconnu cette expression sur le visage de son patron,
et a décidé que ce n'était pas le moment de poser la moindre question. Le véhicule a tourné sur Broad Street à Philadelphie. Les lumières de la ville ont éclaté à travers les vitres et l'immeuble d'Alio s'est dressé devant eux. Une tour noire d'acier et de verre de 32 étages, plantée droit dans le ciel nocturne. La voiture s'est arrêtée dans le garage du sous-sol. Le moteur s'est éteint. Le silence est devenu plus lourd. Alio a ouvert la portière et est sorti le premier. Sans regarder en arrière, sans lui tendre la main, sans la presser, il a simplement marché devant et a tenu la porte de l'ascenseur ouverte. Sloane est restée assise quelques secondes de plus, fixant les portes éclairées de l'ascenseur comme quelqu'un qui fixe l'entrée d'une nouvelle cage. Puis elle est sortie de la voiture, son sac à dos serré contre sa poitrine, et a suivi l'homme qu'elle ne savait pas avoir sauvé par une nuit pluvieuse à Baltimore 8 ans plus tôt. L'ascenseur s'est ouvert sur le 32e étage, et Sloane est entrée dans un monde dont elle n'avait jamais connu l'existence. La suite s'étendait devant elle comme un musée sans visiteurs. Ses sols en marbre noir poli reflétaient les lumières de la ville qui se glissaient à travers les murs de verre renforcés, s'élevant du sol au plafond. La ligne d'horizon de Philadelphie s'étalait en dessous comme un tapis de lumière, mais à l'intérieur de la suite, il faisait froid. Pas froid en température, mais froid par nature. Des canapés en cuir italien anthracite. Une table à manger en noyer poli assez grande pour 12 personnes, mais sans une seule égratignure pour suggérer que quelqu'un s'y soit jamais assis. Des étagères en acier noir garnies de livrets à couverture rigide dont les dos étaient encore parfaitement droits, intacts de toutes mains. Pas une seule photo de famille, pas un seul objet personnel, pas un seul signe que cet endroit était la maison de quelqu'un plutôt qu'un simple actif dans un portefeuille immobilier. C'était la demeure d'un homme qui possédait tout et n'appartenait à rien. Et Sloane a compris cela dès la première seconde où elle a franchi le seuil. Alio a marché devant, ses chaussures Oxford frappant le marbre à un rythme régulier, la menant dans un long couloir vers l'extrémité de la suite. Il s'est arrêté devant une porte en chêne, l'a ouverte et s'est écarté. La pièce au-delà était plus grande que le studio où Sloane avait autrefois vécu avec Troy à la périphérie d'Atlantic City. Un lit queen size habillé de drapes blancs, une salle de bain privée carrelée de pierres grises, un placard vide. Et sur la porte, mais c'est pas un verrou qui pouvait être fermé de l'intérieur. Sloane a regardé cette serrure plus longtemps qu'elle n'a regardé quoi que ce soit d'autre dans la pièce. Alio est resté à l'extérieur du seuil et n'est pas entré. Il a appuyé une épaule contre le cadre de la porte, les deux mains dans les poches de son pantalon, et a parlé d'une voix basse et égale qui ne portait aucune trace d'émotion qui pourrait être confondue avec de la douceur. Vous resterez ici comme femme de ménage. 3 mois. Maeve vous dira ce qu'il faut faire chaque jour. Après 3 mois, vous serez libre d'aller où vous voulez. Je fournirai de l'argent et un moyen de transport pour que vous puissiez recommencer à zéro. Il a fait une pause, puis a ajouté, sa voix inchangée, mais un peu plus lente, comme s'il voulait s'assurer qu'elle entende chaque mot clairement. Cette porte se verrouille de l'intérieur. Personne n'est autorisé à entrer dans votre chambre sans votre permission. Personne, ça veut dire personne, y compris moi. Sloane se tenait au milieu de la pièce, serrant toujours son sac à dos contre sa poitrine, et le regardait. Elle n'a pas hoché la tête, elle ne l'a pas remercié, elle n'a pas respiré de soulagement. Elle l'a seulement regardé avec les mêmes yeux marron foncé qui, 8 ans plus tôt, avaient refusé de le laisser mourir. Mais maintenant, ses yeux ne contenaient qu'une chose, le mépris froid et la prudence de quelqu'un qui avait été trompé trop de fois. Elle avait vécu avec Troy Kendrick pendant 3 ans. 3 ans à entendre de douces promesses quand il était sobre, et à subir des coups de poing dans le mur à côté de sa tête quand il était ivre. 3 ans à être coupé de ses amis, contrôlé financièrement jusqu'au dernier dollar, piégé dans un mariage qu'elle avait contracté parce qu'elle avait besoin d'un abri. Pour découvrir que ce n'était qu'une autre cage. Elle n'avait appris qu'une seule leçon en ces 3 années. Les hommes ne donnaient jamais rien sans exiger 10 fois plus en retour. Et plus ils semblaient généreux au début, plus le prix à payer devenait brutal par la suite. Alio Varez, avec sa suite de 32 étages, ses costumes sur mesure et sa serrure intérieure, n'était qu'une version plus chère de Troy Kendrick, avec son studio puant de la bière et ses promesses qu'il changerait. Sloane est entré dans la pièce, a tourné le dos à Alio et a fermé la porte.
Le son du verrou qui se tournait a résonné dans le couloir silencieux, clair et final, comme une réponse qui n'avait pas besoin de mots. Alio est resté devant la porte fermée quelques secondes de plus. Son visage ne révélait rien. Puis il a tourné les talons et est retourné vers le salon. Dans la cuisine, Maeve Calloway se tenait à côté du bar en granit, les deux mains enroulées autour d'une tasse de thé chaud dont elle n'avait pas bu une seule gorgée, car elle avait passé les 15 dernières minutes à ne rien faire d'autre que regarder. Maeve avait 61 ans, des cheveux argentés bien coupés, un dos droit comme un i, et les yeux bleu-gris d'une Irlandaise qui pouvait lire les gens avec plus de précision que n'importe quel détecteur de mensonges. Elle avait servi la famille Livesque pendant 35 ans. Depuis que le père d'Alio était encore en vie, à travers 2 guerres de gang, à travers les funérailles d'hommes pour qui elle avait préparé le petit déjeuner le matin et dont elle avait dû laver le sang sur le sol le même après-midi. Elle avait vu Alio grandir, d'un garçon de 12 ans, mince et silencieux, avec des yeux bien trop vieux pour son âge, à l'homme que toute la côte Est craignait. Et en ses 35 ans, elle n'avait jamais, pas une seule fois, vu Alio ramener quelqu'un dans cette suite. Ni femme, ni ami, personne. Jusqu'à ce soir, Alio est passé devant la cuisine, a ouvert le bar, s'est versé un verre de bourbon et s'est tenu devant le mur de verre, regardant la ville. Il n'a rien dit. Maeve n'a rien demandé non plus. Mais elle a observé la direction de son regard dans le verre réfléchissant, et elle a vu qu'il ne regardait pas la ligne d'horizon. Il regardait vers le couloir, vers la porte qui s'était fermée au son de ce verrou qui tournait. Et dans les yeux gris cendres d'Alio Varese, Maeve Calloway a vu quelque chose qu'elle avait cru ne plus exister en lui. Pas le désir, pas le calcul, mais la reconnaissance. La reconnaissance d'un homme qui venait de retrouver quelque chose qu'il avait perdu il y a très longtemps. Maeve a posé son thé, a poussé un léger soupir et est allée tranquillement dans sa chambre. Elle avait vécu assez longtemps pour savoir que les histoires qui commençaient par un regard comme celui-là ne se terminaient jamais simplement. La première semaine, Sloane s'est transformée en fantôme. Elle se réveillait à 5 heures du matin, avant Maeve. Elle polissait les sols en marbre, nettoyait les vitres, redressait les coussins des canapés en cuir sur lesquels personne ne s'asseyait jamais. Puis elle disparaissait dans la cuisine avant que quiconque dans la suite n'ait la chance de la voir. Elle ne parlait pas. Elle ne regardait personne dans les yeux. Elle se déplaçait dans les pièces comme une ombre avec un but, accomplissant chaque tâche que Maeve lui donnait avec une efficacité effrayante, puis se retirait dans sa chambre et fermait la porte à clé. Le sac à dos en toile ne la quittait jamais. Elle le portait en nettoyant de la cuisine, le posait à ses pieds en faisant de la lessive, le tenait dans ses bras quand elle mangeait seule dans le coin de la cuisine après que tout le monde ait fini. Maeve l'a remarqué, mais elle n'a rien demandé. Elle avait vécu assez longtemps dans ce monde pour savoir que tout le monde gardait des secrets, et que les secrets auxquels les gens s'accrochaient le plus fort étaient généralement ceux qui les maintenaient en vie. Alio n'est pas intervenu. Il avait un empire à diriger, et l'automne à Philadelphie n'était pas une saison qui permettait la distraction. Chaque semaine, il rencontrait ses chefs de régime dans le bureau scellé du 31e étage. Sa voix était basse et égale à travers la porte d'acier, mais jamais assez claire pour que quiconque puisse saisir chaque mot. Il disparaissait dans la nuit et revenait d'avant l'aube. Parfois portant l'odeur du vent marin du port, parfois portant un silence plus lourd que d'habitude. Il avait des négociations territoriales à Camden, des accords au port du Delaware, et au moins 3 ennemis testant ses limites en même temps et moins m'aidant. Mais à travers tout cela, il observait. Il a remarqué que Sloane ne se contentait pas de nettoyer. Elle réorganisait. L'armoire à pharmacie de la salle de bain principale avait été réarrangée par fonction, avec chaque étiquette tournée vers l'extérieur. Les placards de la cuisine avaient été triés par fréquence d'utilisation. Les articles quotidiens à portée de main. Les choses rarement utilisées sur les étagères supérieures. Le réfrigérateur avait un système de rotation. Les articles plus anciens devant, les plus récents derrière. Exactement comme un hôpital gérait son inventaire médical. Elle faisait ces choses non pas parce que quelqu'un le lui demandait, mais parce que c'était un instinct. L'instinct de quelqu'un formé pour transformer le chaos en ordre dans un endroit où l'ordre signifiait la survie. Puis il y a eu la cuisine. La deuxième semaine, Sloane a commencé à cuisiner à la place de Maeve les jours où la femme plus âgée était trop épuisée par la douleur à ses genoux.
Le premier repas qu'elle a préparé était des pâtes aglio et olio. Simple, sans prétention. Mais quand Pax s'est assis à la table de la cuisine et a porté la fourchette à sa bouche, l'ancien Marine, qui n'avait félicité personne pour quoi que ce soit en 8 ans de service pour Alio, a arrêté de mâcher. Il a baissé les yeux sur son assiette, puis s'est levé en silence et s'est servi une deuxième portion, puis une troisième. Il n'a pas dit un mot, mais le fait qu'il ait mangé 3 portions d'affilée était le plus grand compliment que l'on pouvait recevoir de Paxton Drago. Alio dînait seul dans son bureau comme toujours, mais Maeve a remarqué que l'assiette renvoyée à la cuisine revenait complètement propre pour la première fois depuis des mois. Pas un seul brin de pâte n'était resté. Puis vint le matin du troisième jour de la troisième semaine. Sloane est entré dans la cuisine à 5h15 et a vu sur l'étagère à côté de l'évier une paire de gants en caoutchouc de haute qualité. Le genre utilisé dans les laboratoires plutôt que les gants bon marché vendus dans les supermarchés. Et à côté, un tube de crème pour les mains de la marque Kiehl's, avec le seau encore intact. Il n'y avait pas de mots, pas d'explication. Elle a fixé les gants et la crème pendant un long moment, puis a baissé les yeux sur ses propres mains, rouges et gercées par le détergent et l'eau chaude des 3 dernières semaines. Des mains qu'elle avait supposé que personne ne remarquait parce qu'elle les cachait toujours sous ses manches. Quelqu'un avait remarqué. Elle n'a pas dit merci. Elle a mis les gants et a commencé à faire la vaisselle. Mais cette nuit-là, pour la première fois, elle n'a pas pleuré dans la salle de bain. La 4e semaine, l'incident avec Corbin s'est produit. Sloane marchait de la buanderie à la cuisine par le couloir latéral quand une main a bloqué l'embrasure de la porte. Corbin, un sous-fifre de bas étage qui avait été rétrogradé pour travailler en bas, avait réussi à monter jusqu'à l'étage de la suite. Il lui a barré le passage, a appuyé une épaule contre le mur et l'a regardé de haut en bas avec le genre de regard qu'elle connaissait trop bien depuis ses 3 ans avec Troy. « Alors, c'est toi le petit trophée du patron, hein? » a-t-il dit. Assez fort pour qu'elle l'entende, mais assez bas pour que personne d'autre ne l'entende. « J'ai entendu dire qu'il t'a gagné à la loyale à la table. Ça doit être bien d'avoir un nouveau propriétaire. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais exactement pour lui la nuit pour mériter cette chambre de luxe? » Sloane s'est figé, non pas de peur, mais parce que son corps a réagi avec le réflexe qu'il avait appris en 3 ans de survie. Se replier sur soi-même, baisser la tête, se faire petite, se rendre invisible, attendre que l'orage passe. Elle n'a même pas eu le temps d'ouvrir la bouche avant que Pax n'apparaisse au fond du couloir. Il n'a pas couru, il n'a pas crié. Il a simplement avancé au pas régulier d'un homme habitué à se diriger vers les ennuis plutôt qu'à s'en éloigner. Il a attrapé Corbin par le col d'une main et l'a traîné hors du couloir comme on traîne un sac poubelle sur le trottoir. Le lendemain, Corbin a été privé de tout accès à l'étage de la suite. Sa carte d'accès a été désactivée et il a été réaffecté à la sécurité du parking du sous-sol. Il n'a pas été renvoyé de l'organisation, mais il a été relégué au plus bas de l'échelle de la manière la plus humiliante possible au sein du système de classement de la famille. Sloane n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle n'en avait pas besoin. Mais à partir de ce jour, elle a commencé à observer Alio d'une manière différente. Non plus seulement avec la lassitude d'une proie traquant un prédateur, mais avec la curiosité de quelqu'un qui essaie de reconstituer une image à partir de fragments qui ne correspondent pas. Elle l'a vu répondre à des appels à 3 heures du matin dans le salon sombre. Sa voix était sèche et froide comme une lame de scalpel, donnant des ordres en phrases courtes qu'elle ne pouvait pas entièrement comprendre. Mais elle comprenait assez pour savoir que quelqu'un à l'autre bout du fil avait profondément peur. Elle l'a vu rentrer un soir avec du sang séché sur le poignet de sa chemise blanche. Pas son sang, car il n'était pas blessé du tout. Et il a enlevé la chemise, l'a jetée à la poubelle, puis s'est versé du bourbon comme s'il venait de terminer une journée ordinaire au bureau. Elle se disait « Il est dangereux, il est impitoyable. C'est la chose même dont je devrais rester le plus loin possible. » Mais elle l'a aussi vu appeler Maeve à 9 heures du soir, après que la femme plus âgée soit déjà allée dans sa chambre. Sa voix descendant dans un registre plus bas qu'elle ne lui avait jamais entendu, lui demandant si elle avait pris son médicament pour la tension, si son genou lui faisait mal, lui disant de ne plus descendre les escaliers car il ferait installer un ascenseur supplémentaire. Elle a vu 3 livres de médecine apparaître sur l'étagère du salon, entre des volumes sur le droit fiscal et la gestion d'actifs. Anatomie clinique, pharmacologie de base, manuel de premier secours en traumatologie.
Des livres qui n'avaient absolument rien à faire chez un chef de la mafia, et leur dos était encore neuf, ce qui signifiait qu'ils venaient d'être achetés. Elle a regardé ces livres et a senti quelque chose se fissurer dans le mur qu'elle avait passé 3 ans à construire autour d'elle. Car les hommes qu'elle connaissait n'achetaient pas de livres de médecine pour les laisser sur une étagère à la portée d'une femme de ménage. Les hommes qu'elle connaissait ne laissaient pas de gants sur l'étagère de la cuisine à minuit pour ensuite prétendre n'en rien savoir. Et chaque fois qu'Alio la regardait, même si ce n'était qu'en passant quand il traversait la cuisine ou quand il dînait seul dans son bureau et qu'elle venait débarrasser l'assiette, il n'y avait rien dans ses yeux gris cendre qu'elle avait l'habitude de voir dans les yeux des hommes. Il n'y avait pas de femme de possession, pas de calcul. Il y avait autre chose, quelque chose de plus profond et de plus ancien, quelque chose que Sloan ne pouvait pas lire parce que personne ne l'avait jamais regardé de cette façon auparavant. Cette nuit-là est arrivée sans prévenir. Sloan était assise sur le lit de sa chambre vers 11 heures du soir, son sac à dos en toile à côté de l'oreiller comme toujours. L'un des 3 livres de médecine de l'étagère du salon était ouvert sur ses genoux quand le bruit de l'ascenseur qui s'ouvre a brisé le silence de la suite. Pas le bruit ordinaire de son ouverture. Un son précipité, suivi de pas lourds et chancelants, le raclement d'un poids traîné et le gémissement étouffé d'un homme essayant de ne pas crier de douleur. Sloan a ouvert sa porte juste assez pour voir à travers la fente. Pax traînait l'un des hommes de main à travers le salon. Le bras de l'homme était passé sur l'épaule de Pax, ses pieds traînant sur le marbre et laissant derrière eux une longue traînée rouge et maculée. Du sang, beaucoup de sang. Il coulait de l'épaule gauche de l'homme, imbibant toute sa veste et goûtant sur le sol en gouttes régulières, comme le tic-tac d'un compte à rebours. Pax l'a déposé sur le canapé en cuir et pour la première fois, Sloan a vu autre chose que le vide professionnel sur le visage de Pax. C'était de l'inquiétude. Alio est sorti de son bureau, un téléphone coincé entre son épaule et son oreille, appelant un numéro après l'autre. Vos décroche. Arlen répond au téléphone. Personne ne répondait. Le docteur Arlen Voss, le médecin privé de la famille. L'homme qui avait été disponible 24 heures sur 24 pendant 15 ans avait son téléphone éteint ce soir-là. Alio a appelé 2 numéros de secours. L'un était hors de portée du réseau. L'autre a répondu et a dit qu'il faudrait au moins 45 minutes pour arriver. L'homme de main sur le canapé a commencé à trembler, son visage devenant gris, et le sang a commencé à couler plus vite, traversant le tissu que Pax pressait contre la blessure. Alio a jeté le téléphone sur la table, a appuyé ses 2 mains contre le comptoir en granit, et pendant un très bref instant, Sloan a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas cru possible sur le visage de cet homme. De l'impuissance. Le chef de l'Empire Vess, l'homme qui contrôlait la moitié du monde souterrain de la côte Est, se tenait dans sa propre suite et ne pouvait rien faire d'autre que de regarder l'un de ces hommes se vider de son sang sur un canapé en cuir italien. Et à ce moment-là, quelque chose à l'intérieur de Sloan s'est réveillé. Pas le courage, pas le désir d'impressionner. L'instinct. L'instinct forgé par des centaines de cas d'urgence dans l'unité de traumatologie de Johns Hopkins. L'instinct que 3 ans avec Troy Kendrick avait enterré mais jamais tué. L'instinct de quelqu'un qui voyait une personne mourir et ne pouvait pas rester immobile. Elle a ouvert sa porte en grand et est entrée dans le couloir, sans pas ni Nakado en toile à la main. Elle a traversé le salon, passant devant le sang sur le sol jusqu'au canapé où gisait l'homme blessé. Tous les yeux dans la pièce se sont tournés vers elle. Pax l'a regardée comme si elle avait soudainement une deuxième tête. Alio s'est retourné du bord, ses yeux se plissant. Sloan a posé le sac à dos sur le sol, a ouvert la fermeture éclair, et pour la première fois depuis son arrivée dans la suite, ce qui se trouvait à l'intérieur du sac qu'elle avait serré pendant 5 semaines a été exposé sous les lumières. Pas d'argent, pas de documents. À l'intérieur se trouvait une trousse médicale d'urgence professionnelle, rangée avec une précision millimétrique dans des compartiments en toile. Des pinces de Kelly en acier inoxydable, un kit de suture chirurgicale courbe avec du fil de soie stérilisé dans des paquets séparés, des fioles de lidocaïne, de la ceftriaxone injectable, de la gaz stérile, des bandages compressifs. Et au fond du sac, enveloppé dans 2 sacs épais étanches, une petite clé USB noire pas plus grande qu'un pouce. Sloan n'a pas expliqué. Elle n'a pas demandé la permission. Elle a poussé Pax du coude et attrapé le col de l'homme de main
et l'a déchiré du cou à l'épaule, exposant la blessure. La balle était toujours logée dans l'épaule. Le sang pulsait régulièrement d'un vaisseau endommagé, et si ce n'était pas traité dans les 10 minutes suivantes, il perdrait soit le bras, soit de la vie. Puis elle a parlé. Pour la première fois depuis qu'elle avait mis les pieds dans la suite, Sloane Ashford a dit plus de 2 mots. Et sa voix n'était plus la voix de la femme de ménage silencieuse à laquelle tout le monde s'était habitué au cours des 5 dernières semaines. Sa voix était claire, calme, autoritaire. La voix de quelqu'un qui s'était autrefois tenu dans une salle d'urgence au milieu de la nuit et avait donné des ordres à toute une équipe chirurgicale. La balle est toujours dans l'épaule. Le vaisseau axillaire est déchiré, pas complètement sectionné. C'est pour ça qu'il est encore en vie. J'ai besoin d'eau bouillante, de serviettes propres et de quelqu'un pour maintenir son bras, car je n'ai pas assez d'anesthésiant pour une extraction complète de la balle. Personne ne touche à mes instruments. Faites-le maintenant. Pax a regardé Alio. Alio a regardé Sloane, puis il a fait un seul hochement de tête. Pax a couru dans la cuisine pour chercher de l'eau. Alio a maintenu l'épaule droite de l'homme. Sloane s'est désinfecté les mains avec une solution de son sac, a enfilé des gants chirurgicaux et a commencé à travailler. Elle a injecté de la lidocaïne autour de la blessure, a attendu 60 secondes que cela fasse effet, puis a utilisé la pince de Kelly pour séparer les tissus mous et trouver la balle. Ses mains ne tremblaient pas. Pas même d'1 millimètre. Elle a trouvé la balle logée contre l'omoplate, l'a retirée d'un mouvement décisif, puis a rapidement clampé le vaisseau qui fuyait et l'a suturé avec de petites sutures régulières et parfaites qui semblaient presque cousues à la machine. L'ensemble du processus a duré moins de 12 minutes. Quand elle a fait le nœud final, administré l'antibiotique et enroulé le bandage de compression autour de l'épaule de l'homme, la pièce était complètement silencieuse. Pax se tenait près de l'évier, une serviette humide à la main, la fixant avec l'expression d'un homme qui venait d'assister à quelque chose pour lequel il n'avait pas de mots. L'homme de main sur le canapé avait cessé de gémir. Son visage était encore gris, mais sa respiration s'était stabilisée. Sloane s'est levé, a retiré les gants tachés de sang, s'est dirigé vers l'évier de la cuisine et a commencé à se laver les mains. Le sang rouge s'est répandu dans l'eau et a disparu dans ce siphon. Elle s'est lavée longtemps, plus longtemps que nécessaire, car ses mains avaient commencé à trembler. Pas pendant qu'elle travaillait, mais maintenant. Maintenant que c'était fini, maintenant que l'adrénaline s'estompait, et qu'elle réalisait qu'elle venait de briser la coquille qu'elle avait passé 3 ans à construire pendant sa fuite. Alio s'est approché et s'est arrêté derrière elle, pas trop près, à exactement 3 pas. Sa voix était basse. Pas la voix d'un homme donnant des ordres, mais la voix d'un homme qui venait de voir quelque chose qui renversait tout ce qu'il pensait savoir. Vous n'êtes pas une femme de ménage. Sloane a coupé l'œil, elle n'a pas regardé en arrière. Elle est restée là, les 2 mains appuyées contre l'évier, les épaules légèrement tremblantes. Et quand elle a parlé, sa voix n'était plus la voix autoritaire de la salle d'urgence. Elle était bonne, fatiguée et portait le poids de 3 ans de silence qui venaient de se briser. Je m'appelle Sloane Ashford. Je suis une ancienne infirmière en chirurgie traumatologique au service des urgences de l'hôpital Johns Hopkins à Baltimore. J'y ai travaillé pendant 5 ans avant d'être forcée de disparaître. Elle s'est retournée, les yeux secs mais durs comme de l'acier. Cette clé USB dans le sac contient des dossiers de patients, des reçus de consommation de médicaments et la preuve que Franklin Cordero a mené une opération de fentanyl de contrefaçon dans 3 hôpitaux de Baltimore pendant 2 ans. 47 personnes sont mortes. 47 patients ont reçu du fentanyl dilué ou des surdoses de fentanyl par le système de distribution de médicaments que Cordero contrôlait. Je suis la seule personne qui a réussi à copier toutes les données avant que le système ne soit effacé. Alio n'a pas bougé. Ses yeux se sont plissés et Sloane a vu sa mâchoire se contracter, les muscles de sa tempe se soulevant sous la peau. Elle savait ce que le nom de Cordero signifiait pour lui. Elle avait vécu assez longtemps dans la suite pour entendre ce nom mentionné dans des appels à 3 heures du matin, prononcé sur le ton qu'Alio réservait uniquement à ses ennemis. Cordero sait que je l'ai, a poursuivi Sloane, sa voix plus stable maintenant, comme si une fois qu'elle avait commencé à parler, elle ne pouvait plus s'arrêter. Ces hommes sont venus à l'hôpital me chercher 2 jours après que j'ai copié les données. J'ai fui. J'ai tout laissé derrière moi à Baltimore. Mon identité, ma carrière, mes amis, tout.
Je devais disparaître dans un endroit où personne ne penserait jamais à chercher. Et Troy Kendrick était le dernier endroit où l'on chercherait une infirmière disparue. Un joueur alcoolique à la périphérie d'Atlantic City. J'ai joué le rôle de la femme silencieuse et inutile que personne ne prenait la peine de remarquer. 3 ans. 3 ans, je me suis tué et j'ai enduré tout ce que Troy a fait juste pour garder cette clé USB en sécurité. Le silence qui a suivi ses paroles était plus lourd que n'importe quel coup de feu. Alio l'a regardé longuement et dans son esprit, les pièces se sont mises en place avec un clic net et sans équivoque. La femme qui lui avait sauvé la vie 8 ans plus tôt dans la salle d'urgence de Johns Hopkins, l'infirmière qu'il avait cherchée et jamais trouvée, elle n'avait pas disparu à cause de lui. Elle avait disparu à cause de Cordero. Et maintenant, elle se tenait dans sa cuisine, avec le sang de son homme de main encore sur les mains, portant dans son sac à dos la chose que tout l'Empire Vest avait essayé de trouver pendant 3 ans. La preuve qui pouvait détruire Franklin Cordero. Alio a fait un pas en avant, juste un. Sa voix était bête et stable et portait le poids d'un vœu qui, dans son monde, signifiait plus que n'importe quel contrat signé. Vous êtes en sécurité ici, Sloan. Personne n'atteint cette suite sans passer par moi. Après cette nuit-là, la femme de ménage silencieuse a disparu pour ne jamais revenir. À sa place se tenait une femme que personne dans la suite ne reconnaissait. Une femme qui pouvait parler, pouvait argumenter, et argumentait très bien. Le premier matin après que le secret a été révélé, Sloan s'est assise à la table du petit déjeuner avec Maeve au lieu de manger seule dans le coin de la cuisine. Et quand Maeve lui a demandé ce qu'elle voulait boire, Sloan a répondu par une phrase complète, sa voix claire, calme et teintée d'assez d'esprit pour arracher un petit rire à Maeve avant que la femme plus âgée ne puisse s'en empêcher. À partir de ce moment, Sloan a parlé plus chaque jour que la veille. Comme si 3 ans de silence avaient construit un barrage, et que maintenant ce barrage avait cédé. Elle a parlé à Maeve de nutrition et lui a expliqué pourquoi elle devrait réduire le sel au lieu d'augmenter ses médicaments pour la tension. Elle s'est disputée avec Pax sur les méthodes de premier secours totalement erronées que les hommes utilisaient. Et quand Pax a répliqué avec 12 ans d'expérience de combat dans les Marines, elle a répondu avec des données de recherche clinique. L'ancien soldat ne pouvait pas argumenter, peu importe ses efforts. Alio observait de loin, et il a commencé à voir ce que 5 semaines de silence avaient caché. Sloan Ashford n'était pas simplement intelligente. Elle était assez vive pour être dangereuse. Elle a lu tous les livres de ses étagères en 2 semaines, y compris les volumes de droit fiscal que lui-même n'avait jamais ouverts. Et quand il a mentionné nonchalamment une clause juridique lors d'un appel avec l'avocate Astrid Henley, Sloan l'a corrigé depuis la cuisine d'une voix égale, lui disant que la clause avait été modifiée l'année précédente. Il a vérifié, elle avait raison. La nouvelle que la femme de ménage avait sauvé la vie d'un homme de main à main nue s'est répandue dans l'organisation en 3 jours. Alio n'a pas empêché la rumeur de se propager, car il savait que dans ce monde, le respect gagné valait plus que n'importe quel ordre de protection qu'il pourrait donner. Et ce respect est venu plus vite qu'il ne l'avait prévu. Les hommes ont commencé à frapper à la porte de la suite, non pas pour voir Alio, mais pour voir Sloan. L'un est venu avec un bras tailladé par un couteau dans une bagarre à South Philly. Un autre avait des brûlures chimiques en manipulant des marchandises au port du Delaware. Un troisième est arrivé avec une vieille blessure qui était devenue septique après une suture bâclée par le docteur Voss. Sloan les a tous soignés. Elle a aménagé un petit coin de la buanderie en clinique clandestine avec des outils médicaux disposés sur des serviettes blanches. Et elle a travaillé avec une concentration absolue que ces hommes endurcis par la violence n'avaient jamais vue en dehors d'un champ de bataille. Ils ont commencé à l'appeler Doc, non pas parce que quelqu'un le leur a dit, mais parce que dans un monde où chaque jour peut être le dernier, la personne qui peut vous maintenir en vie gagne un respect que l'argent ne peut acheter. Alio a vu cela, mais il a compris qu'elle ne soignait pas seulement les blessures de ces hommes. Elle se retrouvait elle-même reprenant possession de la personne que 3 ans avec Troy avaient presque effacée. En retour, Alio a commencé à lui enseigner le monde dans lequel il vivait. Non pas parce qu'il voulait l'y attirer, mais parce qu'elle se tenait déjà en son centre, et l'ignorance dans ce monde était la voie la plus rapide vers la mort. Il a expliqué la structure du pouvoir, qui étaient les alliés, qui étaient les ennemis, pourquoi Cordero était plus dangereux qu'un criminel ordinaire. Parce qu'il ne se contentait pas de vendre de la drogue.
Il contrôlait des chaînes d'approvisionnement pharmaceutique légitimes, ce qui le rendait presque invisible aux yeux de la loi. Sloan écoutait et posait des questions auxquelles Alio ne s'attendait pas. Des questions qui montraient qu'elle comprenait les systèmes de pouvoir de la même manière que les systèmes hospitaliers, tous deux fonctionnant sur le rang, la loyauté et la peur. 2 semaines après la nuit où son secret a été révélé, Alio est rentré à la suite vers 1 heure du matin. La négociation à Camden avait duré plus longtemps que prévu et ne s'était pas terminée proprement. Qu'il est allé directement dans la salle de bain principale, a fermé la porte et a enlevé sa veste. Sous la chemise blanche, sur l'arrière de son épaule droite, il y avait une coupure de près de 10 centimètres de long le long de l'omoplate. Pas assez profonde pour être dangereuse, mais assez profonde pour nécessiter des points de suture. Il s'est assis sur le bord de la baignoire, a ouvert sa trousse de premier secours personnel et a essayé de se suturer la blessure d'une seule main. L'aiguille a glissé, le fil s'est emmêlé, le sang a coulé le long de sa colonne vertébrale et a imbibé la ceinture de son pantalon. Il a juré à voix basse, la porte de la salle de bain s'est ouverte. Sloan se tenait dans l'embrasure. Ses yeux étaient fixés directement sur la blessure dans son dos, pas sur son visage. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle n'a pas demandé si ça faisait mal. Elle est entrée, a pris l'aiguille de sa main d'un mouvement doux mais décidé, a rapproché le petit tabouret et s'est assise derrière lui. Alio s'est immobilisé quand il a senti son souffle effleurer la peau nue de son dos. Ses mains, les mains dont il s'était souvenu pendant 8 ans, étaient sur lui maintenant. Essuyant doucement le sang autour de la coupure, appliquant un antiseptique, puis commençant à coudre de petits points précis et réguliers. Et chaque fois que le fil traversait sa peau, Alio sentait la chaleur de ses doigts, maintenant les bords de la plaie ensemble. La salle de bain était silencieuse. Il n'y avait que le bruit de l'eau qui goûtait du lavabo et la respiration régulière de 2 personnes. Puis Alio a parlé, sa voix plus rauque que d'habitude, les yeux fixés sur le mur en face. « C'est la 2e fois que vous me sauvez. » La main de Sloan s'est arrêtée un instant contre son dos. Un très bref instant, assez bref pour qu'on puisse l'imaginer, mais Alio l'a senti à travers sa peau. « Vous vous souvenez, a-t-elle dit, sa voix douce, presque un murmure. Je n'ai jamais oublié. » Elle a terminé le dernier point, et fait le nœud, et coupé le fil et a placé un pansement sur la blessure. Mais elle ne s'est pas levée tout de suite. Elle laisse rester là quelques secondes de plus, ses mains reposant toujours sur son dos, plate et chaude à côté des points de suture frais. Et en ces quelques secondes, la ligne entre médecin et patient, entre femme de ménage et employeur, entre 2 étrangers vivant sous le même toit, s'est complètement estompée. Puis elle a retiré sa main, s'est levée et est sortie de la salle de bain sans se retourner. Cette nuit-là, Sloan était allongé dans sa chambre, les yeux grands ouverts dans le noir, et a senti quelque chose commencer à tirer dans sa poitrine. Quelque chose de familier et d'effrayant à la fois. Elle connaissait ce sentiment. Elle l'avait connu une fois avec Troy, la première fois qu'il lui avait ouvert la portière de la voiture. La première fois qu'il l'avait appelée « ma chérie » d'une voix douce, avant que « ma chérie » ne se transforme en bonne à rien et que la portière de la voiture ne devienne une porte qui se verrouille de l'extérieur. Elle s'était juré de ne plus jamais laisser cela se reproduire. Ne plus jamais laisser un homme franchir ses défenses. Ne plus jamais confondre protection et amour. Car Troy l'avait aussi protégée une fois, avant que cette protection ne devienne une cage. Mais vers 2 heures du matin, Sloan a entendu des pas dans le couloir, les pas d'Alio. Elle avait appris à distinguer le son de ses chaussures Oxford de celui des bottes de combat de Pax après 5 semaines de vie ici. Les pas ont descendu le couloir, réguliers et mesurés, puis se sont arrêtés juste devant sa porte. Silence. Sloan a retenu son souffle, les yeux fixés sur la bande de lumière sous la porte, où elle pouvait voir l'ombre sombre de 2 pieds parfaitement immobiles. 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, puis l'ombre a bougé. Les pas ont continué, s'éloignant vers la chambre principale au bout du couloir. Il n'a pas frappé. Il ne frappait jamais. Et Sloan est resté là, dans l'obscurité, une main pressée sur sa poitrine, où son cœur battait plus vite que d'habitude, se demandant ce qui était le plus effrayant. Un homme qui frappe à sa porte en exigeant d'entrer, ou un homme qui s'arrête devant sa porte chaque nuit, puis s'éloigne tranquillement. Après la nuit où Sloan a révélé la vérité sur la clé USB, Alio a tout changé sans dire un mot. Sloan a remarqué le changement, non pas parce qu'il l'a annoncé,
mais parce qu'elle prêtait attention. Le code de l'ascenseur a été changé et seules 4 personnes avaient désormais accès au 32e étage. Alio, Pax, Maeve et elle. Les caméras de sécurité dans le couloir ont été remplacées par des modèles plus récents, du genre sans voyant rouge, presque invisible. Pax a commencé à dormir dans la salle de sécurité au niveau de la suite, au lieu de retourner à son appartement privé au 20e étage. Et Alio, qui avait l'habitude de rester dehors très tard, sortait maintenant rarement après 10 heures du soir. Il n'a expliqué ses raisons à personne, il n'en avait pas besoin. Tout le monde dans la suite a compris que quelque chose avait changé et que quoi que ce soit, c'était assez important pour que l'homme qui dirigeait la moitié de la côte Est ajuste tout son mode de vie pour le protéger. Cette nuit-là, vers 1 heure du matin, Sloane ne pouvait pas dormir. Pas à cause de la peur. Elle avait déjà dépassé ce stade. C'était parce que son esprit ne cessait de tourner, pensant à ses yeux gris cendres qui s'arrêtaient devant sa porte chaque nuit avant de s'éloigner tranquillement, pensant à la sensation de la peau nue de son dos sous ses mains, pensant à la façon dont il avait dit « Je n'ai jamais oublié » de cette voix rauque dans la salle de bain à minuit. Elle a repoussé la couverture, a glissé ses pieds dans les pantoufles douces que Maeve avait laissées devant sa chambre et est allée dans la cuisine pour boire de l'eau. À 1 heure du matin, la suite était sombre et silencieuse, avec seulement les lumières de la ville filtrant à travers les murs de verre et déposant des traînées bleues pâles sur le sol en marbre. Sloane a ouvert le réfrigérateur, s'est versé un verre d'eau et venait de le porter à ses lèvres quand elle l'a entendu. Un murmure très faible, presque avalé par le bourdonnement régulier du système de climatisation. Mais dans le calme absolu de la suite à 7 heures, c'était aussi clair qu'une cloche. Le son venait de l'escalier de service, l'étroit escalier derrière la cuisine qui menait au niveau technique utilisé par le personnel de maintenance. Sloane a posé le verre sans un bruit et s'est déplacée pieds nus sur le sol de pierre froide vers la porte à moitié ouverte de l'escalier. Elle s'est arrêtée à 2 pas et a écouté. Mardi, il va à Camden. Jeudi, il a une réunion au restaurant de Walnut Street. Toujours la table du fond. 8 heures du soir. Le convoi n'a que 2 véhicules, un Escalade noir et un SUV d'escorte. Pax est toujours dans la voiture de tête. Sloane a reconnu la voix. Corbin, l'homme de main, qui avait été rétrogradé au parking après ce qu'il avait dit dans le couloir. Il n'aurait jamais dû pouvoir atteindre cet étage à nouveau, mais il avait utilisé l'escalier de service, celui que les nouvelles caméras ne couvraient pas encore, pour monter au milieu de la nuit. Et il décrivait les mouvements détaillés d'Alio à quelqu'un au téléphone. Puis elle a entendu le nom. Cordero doit connaître le jour exact. Dis-lui que j'aurai le planning complet de la semaine prochaine d'ici vendredi. Le cœur de Sloane a cogné si fort qu'elle a eu peur que Corbin l'entende. Elle a reculé d'un pas prudent à la fois, légère comme de la fumée, jusqu'à ce qu'elle soit sortie de la cuisine et debout dans le salon sombre. Ses mains tremblaient, non pas parce qu'elle avait peur de Corbin, mais parce qu'elle se trouvait au milieu d'une décision à laquelle elle n'avait jamais été formée. Le silence de ce qui l'avait maintenu en vie pendant 3 ans, le silence quand Troy la frappait, le silence quand Cordero la traquait, le silence dans la salle VIP du casino, le silence dans la suite. Le silence était le seul mur qu'elle savait construire. Et il ne l'avait jamais trahi. Si elle restait silencieuse maintenant, elle serait en sécurité. Corbin ne savait pas qu'elle l'avait entendu. Elle pouvait retourner dans sa chambre, fermer la porte à clé et laisser le monde souterrain régler ses propres affaires. Ce n'étaient pas ses affaires. Ce n'était pas sa famille. Ce n'était pas sa guerre. Mais elle a pensé à Alio, assise au petit déjeuner hier, lisant les nouvelles sur sa tablette. Et quand Maeve a posé une assiette d'œufs devant lui, il avait dit « Merci Maeve » sans même lever les yeux. Une petite habitude si insignifiante qu'elle n'aurait dû importer à personne. Et pourtant, elle montrait que quelque part dans ce monde, il y avait un homme qui disait encore merci pour une assiette d'œufs, même s'il possédait tout l'immeuble où ses œufs étaient cuits. Elle a pensé au pas qui s'arrêtait devant sa porte chaque nuit, puis s'éloignait tranquillement. Elle a pensé aux gants sur l'étagère de la cuisine, et elle a réalisé que le silence, cette fois, n'était pas un mur de protection. Le silence, cette fois, était une trahison. Sloane a marché jusqu'au bureau d'Alio au bout du couloir. La lumière était encore allumée sous la porte. Elle a frappé 2 fois, doucement mais clairement. La porte s'est ouverte. Alio se tenait là, les manches de sa chemise retroussées, un verre de bourbon sur le bureau,
ses yeux se plissant légèrement en la voyant devant son bureau à 1 heure du matin. Elle a parlé vite, directement, sans tourner autour du pot. Corbin, escalier de service, téléphone, Cordero, planning. Alio a écouté et il ne s'est pas mis en colère. C'est ce qui a glacé Sloan plus que n'importe quelle explosion n'aurait pu le faire. Troy se mettait en colère avec des poings et des cris. Alio se mettait en colère avec le silence. Ses yeux sont devenus froids. Pas froids comme l'acier, mais froids comme le fond de la mer, où il n'y a pas de lumière et où tout est écrasé par la pression. Il est resté immobile pendant 3 secondes, puis a fait un petit hochement de tête, s'est retourné vers le bureau et s'est assis. Sloan a attendu. Elle a attendu qu'il appelle Pax. Elle a attendu qu'il ordonne la mort de Corbin. Elle a attendu des coupes de feu ou le bruit de quelqu'un qu'on traîne dans le couloir, mais rien de tout cela n'est venu. Alio l'a regardé, et pour la première fois, Sloan a vu quelque chose de différent dans ses yeux. Pas la reconnaissance tranquille à laquelle elle s'était habituée, mais du respect. Vous savez, vous auriez pu rester silencieuse et personne ne vous en aurait voulu, n'est-ce pas? A-t-il demandé. Je sais, a-t-elle dit, mais je ne l'ai pas fait. Alio l'a regardé un instant de plus, puis a expliqué. Tuer Corbin serait la chose la plus facile, mais aussi la plus stupide. Si Corbin mourait ou disparaissait, Cordero saurait que la ligne a été exposée et passerait à un autre canal, un que Alio ne contrôle pas. Mais si Corbin restait en vie et continuait de croire qu'il n'avait pas été découvert, alors il devenait la chose la plus précieuse dans n'importe quelle guerre. Un canal d'information que l'ennemi croit réel alors qu'en fait, il est sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Alio laisserait Corbin continuer à surprendre des informations. Mais à partir de ce moment, tout ce que Corbin atteindrait serait faux. Faux planning, faux lieu, fausse vulnérabilité. Cordero enverrait des hommes dans des endroits où rien ne les attendait, sauf des pièges. Et il perdrait des soldats, perdrait de l'argent, perdrait du temps et surtout, perdrait confiance en son propre réseau de renseignement. Sloan s'est assise dans le fauteuil en face du bureau d'Alio et a écouté pendant qu'il exposait le plan. Sa voix était basse et stable, chaque phrase un coup d'échec, chaque détail un piège. Elle l'a regardé et pour la première fois a vu l'image complète. Alio Varez n'était pas un homme violent qui avait grimpé au sommet à coups de balles et de sang. C'était un architecte, un bâtisseur de systèmes, un esprit stratégique qui transformait ses ennemis en outils sans qu'ils s'en rendent jamais compte. La violence n'était que l'instrument final, jamais le premier. Et elle a compris pourquoi il était au sommet de cet empire. Non pas parce qu'il était l'homme le plus impitoyable de la pièce, mais parce qu'il était le plus intelligent. Quand elle s'est levée pour retourner dans sa chambre, Alio l'a appelée Sloan. Elle s'est arrêtée à la porte et s'est retournée. Il ne la regardait pas. Il regardait le verre de Bourbon sur son bureau, tournant lentement sa base contre le bois. « Vous ne me devez aucune loyauté. Vous le savez, n'est-ce pas? »« Je sais, a-t-elle dit. C'est pour ça que je suis là. » Elle a quitté le bureau et fermé la porte et est retournée vers sa chambre. Alio est resté seul dans le bureau, le Bourbon intact, fixant la porte maintenant fermée. Et cette nuit-là, pour la première fois en 8 ans, depuis qu'une étudiante infirmière de 21 ans lui avait pris la main dans une salle d'urgence et avait refusé de le laisser mourir, Alio Varez a cru quelqu'un. Non pas parce qu'on le craignait, non pas parce qu'on avait besoin de lui, mais simplement parce qu'on avait choisi de se tenir à ses côtés alors qu'on avait toutes les raisons de ne pas le faire. La stratégie de désinformation d'Alio a parfaitement fonctionné pendant les 2 premières semaines. Cordero a déployé des hommes à 3 endroits que Corbin avait surpris. Un entrepôt à North Philadelphia, un quai secondaire à Wilmington, dans le Delaware, et un restaurant italien sur South Street. Et tous étaient vides. Tous étaient des pièges. Chaque fois que les hommes de Cordero arrivaient et ne trouvaient rien, il perdait plus de gens, plus d'argent et plus de confiance en son propre réseau de renseignement. Mais Franklin Cordero n'avait pas survécu 52 ans dans le monde souterrain en s'appuyant sur une seule source. Il était le type de criminel le plus dangereux, celui qui utilisait son esprit avant d'utiliser une arme. Et quand il a réalisé que les informations venant de Corbin commençaient à sentir mauvais, il n'a pas coupé la ligne. Il l'a laissé continuer, a laissé Alio croire que la pièce fonctionnait toujours et a tranquillement ouvert un deuxième front. Il a envoyé Yates trouver une autre source d'information.
Yates, 38 ans, un ancien agent de la DEA renvoyé 2 ans plus tôt pour usage excessif de la force lors d'un raid à Trenton, était maintenant le nettoyeur personnel de Cordero. Il ne tuait pas par haine, il tuait par efficacité, avec la même mentalité qu'un comptable utilise pour traiter les factures en retard. Yates a commencé là où toutes les histoires commençaient, aux tables de poker du Regalia Casino. Il a posé quelques questions, a dépensé quelques centaines de dollars et a eu le nom dont il avait besoin en moins de 48 heures. Troy Kendrick, l'ex-mari qui avait été chassé d'Atlantic City, mais n'en était jamais vraiment parti. Yates a trouvé Troy dans un motel bon marché à la périphérie de Pleasantville, à environ 15 minutes en voiture d'Atlantic City. Le genre d'endroit à 40 dollars la nuit avec des matelas tachés et une serrure de porte qu'un enfant de 10 ans pourrait casser avec une carte de crédit. Troy était allongé sur le lit, une bouteille à moitié pleine de Jim Beam bon marché sur la table de chevet, la télévision réglée sur les courses de chevaux. Son visage semblait encore plus ruiné que la nuit au casino. Alio l'avait prévenu de quitter la ville avant l'aube, mais Troy Kendrick était le genre d'homme qu'un avertissement ne pouvait retenir que quelques jours avant que la lâcheté et la paresse ne le ramènent là d'où il venait. Il n'avait pas l'argent pour aller plus loin, n'avait personne qui l'attendait nulle part. Et la seule chose qu'il savait faire était de parier sur des chevaux qui n'allaient jamais franchir la ligne d'arrivée. Yates n'a pas eu besoin d'un couteau. Il a seulement eu à s'asseoir à côté du lit de Troy, à éteindre la télévision et à demander. Sa voix était plate comme une table, douce de la manière dont un dentiste dit « Cela pourrait être un peu inconfortable » avant d'arracher une dent sans anesthésie. Troy lui a tout dit en moins de 5 minutes. Non pas parce qu'il était courageux ou loyal envers qui que ce soit, mais parce que Troy Kendrick n'avait jamais été loyal qu'envers lui-même. Et à ce moment-là, son seul souhait était que l'homme froid assis à côté du lit s'en aille. Il a donné son nom, Sloan. Il a dit où elle était, dans la suite d'Alio Varez à Philadelphie. Il a même donné des détails qu'il ne savait pas qu'il connaissait. Qu'elle portait toujours un vieux sac à dos en toile qui ne la quittait jamais. Qu'elle ne parlait pas. Qu'elle avait peur tout le temps. Quand Troy a fini, Yates s'est levé, l'a remercié avec la même politesse que quelqu'un utilise pour remercier un étranger pour des indications. Puis, il a sorti un pistolet avec silencieux de l'intérieur de son manteau et a tiré une balle dans la tempe de Troy. Le son était plus silencieux que la télévision qui se rallumait dans la chambre voisine. Yates a essuyé l'arme, l'a remise dans sa poche, a renversé la bouteille de Jim Beam sur la table de chevet pour que cela ressemble à la scène de suicide d'un alcoolique acculé. Puis il est sorti du motel dans l'obscurité. Il a éliminé le maillon faible. Propre, professionnel. Cordero avait maintenant la confirmation d'une deuxième source, complètement indépendante de Corbin. Sloan était dans la suite d'Alio. Elle portait les preuves. Mais une attaque directe sur le territoire de Varez à Philadelphie serait un suicide. L'Empire Vest avait des hommes, des armes, des systèmes de sécurité, et Alio, un homme que même Cordero admettait dans l'intimité de ses propres pensées être le seul rival sur la côte Est. Il n'était pas certain de pouvoir le battre dans une confrontation directe. Alors Cordero ne l'a pas confronté. Il a utilisé le système. Il a appelé un numéro que très peu de gens dans le monde souterrain connaissaient. Le numéro d'un intermédiaire qui pouvait faire fuiter des informations aux agents fédéraux sans laisser de traces. En 24 heures, un rapport anonyme a atterri sur le bureau de l'agent Blaine Whitaker, l'agent du FBI de 40 et 1 ans qui menait l'enquête sur la famille Vest depuis 3 ans et n'avait toujours pas assez de preuves pour porter des accusations. Le rapport décrivait en détail qu'Alio Varez retenait une jeune femme dans sa suite, la forçant à travailler sans salaire, contrôlant tous ses mouvements. Un cas de traite d'êtres humains en plein centre de Philadelphie. C'était tout ce dont Whitaker avait besoin. Non pas parce qu'elle croyait au rapport anonyme. Elle était dans le métier depuis assez longtemps pour savoir que les informations anonymes dans le monde criminel servaient toujours un but. Mais parce que c'était l'excuse parfaite pour obtenir un mandat de perquisition pour la suite de Varez. La seule chose qu'elle essayait d'obtenir depuis 3 ans et n'avait pas réussi. Le véritable objectif de Cordero n'était pas que le FBI se présente et arrête Alio. Il savait que l'avocate Astrid Henley ferait sortir Alio de n'importe quelle accusation en 24 heures. Son véritable objectif était Sloan. Quand le FBI perquisitionnerait la suite, il la trouverait. Il la séparerait de la suite, la mettrait dans le système fédéral, l'interrogerait, la retiendrait temporairement,
puis la relâcherait dans le monde avec rien d'autre qu'un sac à dos et aucun Alio Varez entre elle et une balle. Alors Yates finirait le travail. Pax a eu la nouvelle à 4 heures du matin. Il avait sa propre source à l'intérieur du système fédéral, un greffier qui devait une faveur à la famille Vest depuis 10 ans. Et cette faveur venait d'être échangée contre une seule information. Le FBI demandait un mandat de perquisition pour la suite du 32e étage au centre-ville de Philadelphie. Un juge fédéral signerait dans les 48 heures. Pax est entré dans le bureau d'Alio où la lampe de bureau brûlait encore bien que l'aube soit proche et a dit 2 phrases. Whitaker a le mandat. 48 heures. Alio a posé son verre de Bourbon et regardé le mur de verre où le lever du soleil de Philadelphie commençait à teinter l'horizon de rose. Et pour la première fois depuis très longtemps, il n'a pas vu sa ville. Il a vu les yeux marron foncés dormant dans la chambre au bout du couloir, et 48 heures lui ont soudain semblé plus courtes que n'importe quelle période de temps qu'il ait jamais comptée. Alio se tenait devant la porte de Sloan à 6 heures du matin, juste au moment où la première lueur de l'aube atteignait le couloir à travers le mur de verre haie. Il n'avait pas dormi depuis que Pax lui avait apporté la nouvelle des 48 heures. Il avait appelé Astrid Henley à 4h30, l'avait réveillée il y a un... Et en moins d'une heure, elle avait assemblé un dossier complet. Un faux passeport américain sous un nouveau nom, un permis de conduire de Virginie, des cartes de crédit préchargées et un billet d'avion aller simple de l'aéroport privé de Teterboro, dans le New Jersey, pour Lisbonne, au Portugal, où le traité d'extradition avec les États-Unis était presque inutile en pratique. Alio se tenait là avec une épaisse enveloppe dans la main droite contenant tout ce dont Sloan aurait besoin pour disparaître complètement de la surface de la Terre. Et pour la première fois depuis la nuit au casino, il a frappé à sa porte. Pas avec urgence, pas comme un ordre. 2 coups légers. Puis il s'est tenu là et a attendu. Des pas dans la chambre, le bruit de la serrure qui tourne. La porte s'est ouverte. Sloan se tenait là, les cheveux ébouriffés par le sommeil, les yeux plus alertes que quelqu'un qui venait de se réveiller. Peut-être qu'elle n'avait pas pu dormir non plus. Et elle a vu l'enveloppe dans sa main avant de regarder son visage. Alio n'est pas entré. Il est resté à l'extérieur du seuil, tout comme la première fois qu'il l'avait amené ici, respectant la limite qu'il avait lui-même fixée et le FBI aura un mandat de perquisition dans les 48 heures. Cordero est derrière tout ça. Il utilise le système fédéral pour vous séparer d'ici, et une fois que vous serez hors de ma protection, ces hommes vous trouveront. Il a tendu l'enveloppe. Nouveau passeport, nouvelle identité, assez d'argent pour vivre 3 ans sans travailler. Un vol de Teterboro à Lisbonne partant ce soir. Astrid a tout arrangé. Vous allez en Europe, vous disparaissez et vous recommencez à zéro. Personne ne vous trouvera. Sloan a regardé l'enveloppe. Elle ne l'a pas prise. Elle l'a regardée comme quelqu'un regarde une porte qu'elle connaît trop bien. Une porte pour s'échapper, une porte pour fuir, une porte qu'elle avait franchie trop de fois au cours des 3 dernières années, jusqu'à ce que la fuite devienne un instinct et que rester devienne quelque chose qu'elle avait oublié comment faire. Puis elle a levé les yeux vers Alio et il a vu quelque chose changer en eux. La peur était toujours là, petite et profonde, enfouie tout au fond. Mais au-dessus, la couvrant, l'avalant tout entière, il y avait un feu qu'Alio n'avait vu qu'une seule fois dans sa vie. 8 ans plus tôt, dans la salle d'urgence de Johns Hopkins, quand une étudiante infirmière de 21 ans lui avait attrapé la main et avait refusé de le laisser mourir. « Je fuis depuis 3 ans, a dit Sloan, sa voix basse et stable, sans trembler, sans faiblir. Chaque mot portait le poids de quelqu'un qui avait fini de décider bien avant de parler. J'ai fui Baltimore, j'ai fui dans les mains de Troy, j'ai fui jusqu'ici. Chaque fois que j'ai fui, j'ai perdu un autre morceau de moi-même, jusqu'à ce que je sois assise dans cette salle VIP du casino et que je ne me reconnaisse même plus dans le miroir. » Elle a fait une pause, a pris une profonde inspiration, et quand elle a continué, sa voix n'était plus la voix d'une femme de ménage, ni la voix d'une victime, mais la voix de l'infirmière de traumatologie que 5 ans aux urgences avait forgée en acier. 47 personnes sont mortes. 47 personnes sont entrées dans un hôpital en croyant que les médicaments qu'on leur donnait les guériraient, et au lieu de ça, ces médicaments les ont tués. Je me souviens de chaque nom. Je me souviens de chaque visage.
Je suis la seule personne au monde qui a les preuves pour faire payer Cordero pour ça. Si je prends cet avion ce soir et que je vais à Lisbonne, ces 47 personnes n'obtiendront jamais justice, jamais. Elle a doucement repoussé l'enveloppe dans sa main vers lui. Je ne vais nulle part. Nous apportons les preuves au tribunal de district des États-Unis pour le district du Maryland. Nous en finissons avec Cordero, non pas avec des armes, mais avec la loi. Alio l'a regardé. L'enveloppe était toujours dans sa main, lourde du faux passeport, de l'argent, et d'une nouvelle vie qu'elle venait de refuser d'une seule phrase. Il avait passé 36 ans à vivre dans un monde où tout le monde fuyait. Fuyait de la police, fuyait de les ennemis, fuyait de le passé, se fuyait de soi-même. Ses hommes fuyaient, ses rivaux fuyaient. Même lui avait fui jusqu'au sommet du pouvoir, car rester immobile signifiait de la mort. Et maintenant, la femme mince de 29 ans qui se tenait devant lui en pyjama emprunté à mauve, les cheveux en désordre, pieds nus, refusait un avion privé pour l'Europe afin de pouvoir entrer dans un tribunal fédéral et affronter l'homme qui avait tué 47 personnes et la traqué encore. Et puis Alio Varez a fait ce que Pax, Maeve et tous ceux qui l'avaient connu auraient juré impossible. Il a souri. Pas le sourire froid qu'il utilisait dans les négociations. Pas le léger sourire qu'il utilisait quand quelqu'un disait quelque chose de stupide. Un vrai sourire, petit et inattendu, tirant un coin de sa bouche vers le haut avant de s'étendre de l'autre côté, adoucissant tout le visage que la côte est des États-Unis n'avait jamais vu porter autre chose que de la glace. Vous êtes plus courageuse que quiconque que j'ai jamais rencontré, Sloane Ashford. Sloane n'a pas souri en retour, mais elle a regardé ce sourire, le premier qu'elle avait vu sur son visage depuis qu'elle était entrée dans sa vie, et elle a senti quelque chose changer entre eux. Pas une frontière qui s'effondre, mais une frontière qui se redessine. Plus employeur et femme de ménage, plus protecteur et protégé, mais deux personnes se tenant du même côté d'une ligne de bataille par leur propre libre choix. Alio a glissé l'enveloppe dans la poche intérieure de sa veste, a fait un bref hochement de tête et s'est tourné vers son bureau. À mi-chemin du couloir, sans se retourner, il a parlé assez fort pour qu'elle l'entende. « J'appelle Astrid. Nous avons besoin d'un plan différent. » Et alors que ses pas s'estompaient, Sloane se tenait dans l'embrasure de sa chambre, pieds nus sur le sol de marbre froid, regardant le dos de l'homme qui venait de sourire pour la première fois à cause d'elle. Et pour la première fois en 3 ans, elle ne s'est pas sentie entraînée dans quelque chose. Elle s'est sentie entrer dans quelque chose de ses propres pieds. Le piège de désinformation d'Alio a continué de fonctionner la semaine suivante. Et chaque fois que Cordero envoyait des hommes à un endroit fourni par Corbin, il perdait plus de gens, perdait plus de crédibilité, et le désespoir commençait à ronger la patience d'un homme qui avait passé sa vie à tout contrôler. Mais Franklin Cordero n'était pas le genre d'homme à accepter la défaite sur un échiquier sur lequel il avait joué toute sa vie. Quand les échecs ne gagnaient plus, il renversait la table. Le mardi matin, Maeve Calloway a fait ce qu'elle avait fait tous les mardis pendant 35 ans. Elle a marché 4 pâtés de maison depuis l'immeuble de la suite jusqu'au marché italien de South Philadelphia pour acheter de la nourriture fraîche pour la semaine. Des tomates San Marzano de la boutique de M. Di Matteo, de la mozzarella du comptoir de fromage de Mme Rinaldi, de la ciabatte de la boulangerie Ferraro qui fonctionnait depuis 1947. Elle y allait seule car pendant 35 ans, à travers toute l'histoire des guerres de gangs sur la côte Est, aucune organisation n'avait jamais posé la main sur Maeve Calloway. Elle était la gouvernante. Elle était une civile. Elle était intouchable selon la loi non écrite du monde souterrain. La loi que tout homme censé obéissait, car il savait que toucher à la famille ouvrait une porte que personne ne pourrait jamais refermer. Cordero a ouvert cette porte. 2 hommes ont encerclé Maeve juste devant la boutique de Di Matteo. L'un pressant une arme de poing dans ses côtes à travers son manteau, l'autre portant son sac de course comme s'il aidait simplement une vieille femme avec ses affaires. Maeve n'a pas crié. Elle avait 61 ans et avait vécu assez longtemps dans ce monde pour savoir que crier ne faisait que transformer les passants en victimes. Elle est montée dans la camionnette blanche garée au coin de la rue. Le dos droit, les yeux calmes, et pas une seule larme n'est tombée. La vidéo est arrivée sur le téléphone d'Alio à 11 heures du matin. 14 secondes. Maeve était assise, attachée à une chaise en bois au milieu d'un entrepôt abandonné. Ses mains liées derrière son dos avec des attaches en plastique, du ruban adhésif sur la bouche,
mais ses yeux regardaient droit dans la caméra avec plus de colère que de peur. Derrière elle, à travers une porte en acier partiellement ouverte, la lumière du soleil se reflétait sur la surface du fleuve Delaware, les quais industriels de Camden, dans le New Jersey. La voix de Cordero n'apparaissait pas dans la vidéo. À la place, il y avait un message texte joint, bref et froid. La femme contre la clé USB, Docks de Camden, entrepôt Dix 7 6 heures. Si je vois Pax ou un de tes hommes à moins de 3 kilomètres, la vieille femme finit dans le fleuve. Sloane était dans la cuisine quand elle a entendu un son qu'elle n'avait jamais entendu dans cette suite auparavant. Quelque chose qui se brise. Elle a couru dans le salon et a trouvé Alio debout devant le mur de verre. Son téléphone gisait sur le sol avec l'écran brisé et sa main droite saignait parce qu'il venait de la frapper contre le comptoir en granit. Mais ce n'était pas la main en sang qui a fait s'arrêter Sloane. C'était son visage. Elle avait vu Alio froid. Elle avait vu Alio en colère de cette manière silencieuse et terrifiante qui était la sienne. Elle l'avait vu contrôler chaque émotion si complètement que son visage semblait être un masque. Mais elle n'avait jamais vu ce qui s'y trouvait maintenant. De la douleur. Pas la douleur d'un patron perdant une pièce sur l'échiquier. Une douleur pure et primitive. La douleur d'un garçon de 12 ans perdant sa mère. Car c'était exactement ce que Maeve Calloway représentait pour Alio Varese. La mère qu'il n'avait jamais eue. La seule femme au monde qui lui demandait s'il avait mangé et voulait vraiment connaître la réponse. Pax se tenait près de la porte de l'ascenseur, téléphone à la main, attendant les ordres. Son visage était plat, mais sa mâchoire était serrée, car Pax connaissait Maeve depuis le jour où il avait rejoint l'organisation 8 ans plus tôt, et elle était la seule personne au monde qui l'appelait par son vrai nom au lieu de son surnom. Alio s'est penché, a ramassé le téléphone cassé, a ouvert la vidéo de nouveau avec sa main ensanglantée et a regardé Maeve attachée dans cet entrepôt. Avec des yeux dont Sloane aurait juré qu'ils contenaient une fine pellicule d'humidité sur les iris gris cendre, même s'il n'a jamais laissé tomber une seule goutte. Sloane s'est avancée. Elle avait lu le message par-dessus son épaule. Elle a compris l'équation. Cordero la voulait en échange de Maeve. Alio ne pouvait pas la livrer, car la livrer signifiait la tuer. Mais il ne pouvait pas non plus laisser Maeve mourir, car Maeve était la seule chose qui le maintenait humain, au lieu de le transformer en une simple machine de pouvoir. Il était piégé entre deux choses qu'il ne pouvait pas sacrifier. Et pour la première fois, Sloane a vu cette machine s'arrêter parce qu'elle ne trouvait pas de réponse. « J'irai », a dit Sloane. Alio s'est tourné pour la regarder et sa réaction est venue si rapidement qu'elle a su qu'il avait déjà envisagé cette possibilité et l'avait rejetée avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Non. Un seul mot, final, absolu. Mais Sloane n'a pas reculé. Écoute-moi, je ne vais pas là-bas pour me rendre. J'y vais avec un micro caché dans mon col. J'apporte une fausse clé USB, une clé vide qui ressemble exactement à la vraie. Je joue la femme effrayée que Cordero pense que je suis. La fille est silencieuse et tremblante de la nuit du casino. Il baissera sa garde parce qu'il pensera qu'il a déjà gagné. Et quand il parlera, parce que les hommes comme lui parlent toujours quand ils pensent avoir gagné, tout ce qu'il dira sera enregistré. Alio l'a regardé, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle a vu quelque chose se fissurer sur cette surface impeccable de contrôle. Pas de la colère, pas du calcul, de la peur. Alio Varese, l'homme que toute la côte Est craignait, avait peur, peur de la perdre. Sloane, sa voix a changé. Ce n'était plus la voix du commandement, plus la voix du patron. C'était la voix d'un homme se tenant au seuil entre le respect des principes et la supplication. Et il penchait vers la supplication. S'il t'arrive quoi que ce soit dans cet entrepôt, alors tu seras juste à l'extérieur, l'a-t-elle interrompu, sa voix plus stable que la sienne maintenant. Et ce renversement, la femme qui l'avait sauvé d'une table de poker, se tenant maintenant plus fermement que lui donnant une raison de croire. Ce renversement disait tout sur le chemin qu'ils avaient parcouru depuis la nuit du casino jusqu'à ce moment. Il y a 8 ans, je ne t'ai pas laissé mourir sur le sol d'une salle d'urgence, a-t-elle dit, ses yeux rivés sur les siens sans ciller. Tu crois que je vais la laisser mourir dans un entrepôt? Alio a fermé les yeux. 3 secondes, puis il les a ouverts, et l'homme qui les a ouverts n'était plus l'enfant qui avait perdu sa mère. Le patron était de retour, mais derrière ses yeux gris cendre, Sloane a vu quelque chose qu'elle n'oublierait jamais.
Une promesse silencieuse que si quelqu'un dans cet entrepôt posait la main sur elle, il réduirait Camden en cendres. Pax a conduit le convoi jusqu'au quai de Camden en 40 minutes. 14 hommes répartis en 4 équipes, encerclant l'entrepôt D7 depuis 4 directions, silencieux comme la nuit d'elle-même. Sloan portait un micro caché pas plus gros qu'une tête d'épingle, fixé à l'intérieur de son col, la fausse clé USB dans la poche de son manteau. Elle est entrée seule dans l'entrepôt, par la porte en acier rouillé, dans une obscurité qui sentait l'huile de machine et l'eau du fleuve. Maeve était assise au milieu de l'entrepôt, exactement comme dans la vidéo. Les mains liées, la bouche bâillonnée, mais ses yeux se sont illuminés quand elle a vu Sloan. Cordero se tenait derrière Maeve, les deux mains dans les poches de son manteau en cachemire, calme comme s'il attendait d'une table dans un restaurant. 52 ans, les cheveux argentés brossés en arrière, un visage rond. Il ressemblait plus à un cadre de banque qu'au baron de la drogue de la côte Est. Il a regardé Sloan entrer et a souri, le sourire d'un homme qui croyait avoir déjà gagné. La petite infirmière, a-t-il dit, sa voix douce, presque gentille. Vous m'avez coûté beaucoup d'argent et beaucoup de temps. 3 ans à courir après une infirmière qui en savait trop. Savez-vous combien de personnes sont mortes à cause de cette clé USB? Pas 47. Le vrai nombre est bien plus élevé. Mais vous n'en avez trouvé que 47, n'est-ce pas? Sloan est resté immobile, les yeux baissés, les épaules rentrées, tremblant légèrement, jouant le rôle à la perfection. Et Cordero a continué à parler, car il était exactement le genre d'homme que Sloan avait deviné, le genre qui avait besoin de s'entendre parler de sa propre victoire. Il a parlé du pipeline de fentanyl à travers les 3 hôpitaux de Baltimore, de la façon dont il avait soudoyé les chefs de pharmacie, de la façon dont il avait effacé les données du système, de la façon dont il avait utilisé Yates pour nettoyer le personnel de l'hôpital qui avait commencé à poser des questions. Chaque mot, chaque détail, chaque nom a été capté par le minuscule microphone caché dans le col de Sloan. Quand Cordero a fini de parler et lui a dit de remettre la clé USB, Sloan a sorti la fausse clé de la poche de son manteau et l'a posée sur la table. Et au moment où les doigts de Cordero l'ont touché, les portes en acier derrière lui se sont ouvertes en grand. Pax a ouvert la voie. 14 hommes ont envahi l'entrepôt depuis 4 directions. Armes levées, lampes de poche fendant l'obscurité, ordres de se coucher criés, résonnant dans l'espace d'acier et de béton. Les hommes de Cordero, 3 d'entre eux, ont lâché leurs armes sans résistance, car ils comprenaient les chiffres. 3 contre 14, ce n'était pas du courage. C'était du suicide. Cordero a été poussé au sol sur le béton, les mains liées derrière le dos avec des menottes en plastique. Et sur son visage, Sloan a vu le moment exact où il a réalisé qu'il avait beaucoup trop parlé devant une femme qu'il avait prise pour une victime silencieuse. Sloan ne l'a pas regardé. Elle a couru vers Maeve, a coupé les liens et arraché le ruban adhésif. Et quand la femme irlandaise de 61 ans et enfin été libre, Maeve n'a pas pleuré, n'a pas tremblé. Elle a simplement attrapé les 2 mains de Sloan, les a serrées fort et a dit d'une voix rauque mais stable. « Je savais que la petite viendrait. Je leur ai dit qu'ils cherchaient des ennuis à la mauvaise personne, mais ils n'ont pas écouté. » Alio est entré en dernier dans l'entrepôt. Il a marché droit vers Maeve, s'est agenouillé devant elle, et pendant 3 secondes, le visage du patron de l'Empire Vess a complètement disparu, ne laissant qu'un enfant tenant la main de sa mère. Elle a posé sa main sur sa tête doucement, comme elle l'avait fait pendant 35 ans. Puis Alio s'est levé, son visage se refermant en acier, et s'est tourné pour regarder Sloan debout à côté de Maeve. Ses cheveux en désordre, son visage pâle, le couteau qu'elle avait utilisé pour couper les liens toujours à la main. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Mais la façon dont il l'a regardé pendant ces 3 secondes, dans cet entrepôt immonde des quais de Camden, avec Cordero gisant face contre terre sur le sol en béton, en disait plus que tout ce qu'il avait jamais dit de sa vie. Le convoi est retourné à la suite de Philadelphie à 11 heures ce soir-là. Maeve a été examinée par Sloan là, dans la voiture. Sa tension artérielle était élevée mais stable. Ses poignets étaient meurtris par les liens mais pas cassés. Son esprit était plus fort que celui de la plupart des hommes de l'organisation. Alio a ramené Maeve dans sa chambre. Sloan lui a préparé un thé chaud.
Et quand Maeve s'est finalement endormie après un léger sédatif que Sloan a tiré de la trousse médicale, la suite s'est lentement installée dans le silence épuisé qui suit une journée que personne ne s'attendait à survivre. Cordero a été remis aux hommes d'Alio et gardé dans un lieu sûr à l'extérieur de Philadelphie, en attendant qu'Astrid Henley organise le canal qui le livrerait au procureur fédéral avec l'enregistrement et la vraie clé USB. Tout le monde dans la suite croyait que le pire danger était passé. Tout le monde, sauf le seul homme que personne n'avait compté. Yates n'était pas au quai de Camden. Quand Pax a mené l'équipe d'assaut dans l'entrepôt 17, Yates était à 40 mètres de là, s'occupant d'une autre affaire pour Cordero à Trenton. Il a appris que son patron avait été pris grâce à un appel de 11 secondes de l'un des 3 hommes armés qui se sont rendus. Un dernier appel passé avant que le téléphone ne soit confisqué, et ces 11 secondes ont suffi à Yates. Le patron était pris. L'organisation s'effondrait. L'argent serait gelé. Les contrats disparaîtraient. Yates n'avait jamais été loyal envers Cordero par dévotion ou conviction. Il avait été loyal pour l'argent, et une fois l'argent coupé, la loyauté s'est transformée en la seule chose qui restait. La rage. Une rage froide et méthodique. La rage d'un ancien agent fédéral qui savait que sa dernière carrière venait d'être réduite en cendres par un chef de la mafia et une infirmière. Il a fallu 3 heures à Yates pour rassembler ce qui restait. 4 hommes, les derniers restes du réseau de Cordero, qui n'avaient pas été arrêtés et n'avaient pas fui. Assez désespérés pour se joindre à une mission dont ils savaient tous qu'elle était à sens unique. Il n'a pas promis d'argent. Il n'a pas promis la victoire. Il n'a dit qu'une chose. Varese pense qu'il est en sécurité ce soir. Et les 4 hommes ont hoché la tête. Car dans ce monde, frapper quand votre ennemi se croit en sécurité est la seule chance que les perdants obtiennent jamais. 3 heures du matin, la suite du 32e étage gisait dans l'obscurité. Alio avait éteint la lumière du bureau à 1 heure, mais il ne dormait pas. Il était assis sur le canapé du salon avec un verre de bourbon à la main, les yeux sur la ligne d'horizon de Philadelphie au-delà du mur de verre. Son esprit travaillait encore sur le plan pour demain. Comment livrer les preuves au procureur? Comment protéger Sloan pendant son témoignage? Comment s'assurer qu'Astrid contrôle chaque variable juridique? Pax était allongé dans la salle de sécurité. Les yeux fermés mais les chaussures encore aux pieds, les armes toujours sur la table de chevet, dormant comme un soldat, prêt en 2 secondes. Sloan était dans sa chambre, son sac à dos sur la table au lieu d'être à côté de l'oreiller pour la première fois depuis son arrivée. Et elle était allongée là, dans le noir, les yeux ouverts, écoutant son rythme cardiaque ralentir, après une journée où elle était entrée dans l'entrepôt de l'homme qui voulait sa mort et en était ressortie vivante. L'alarme du système de sécurité s'est déclenchée à 3h07. Pas une sirène hurlante. Un bip discret du panneau de contrôle dans la chambre de Pax signalant que la sortie de secours du 31e étage avait été ouverte de l'extérieur. Pax a ouvert les yeux, a attrapé son arme et s'est déplacé dans le couloir en moins de 3 secondes. Il n'a pas allumé les lumières, il n'en avait pas besoin. 12 ans dans les Marines et 8 ans au service d'Alio Varese lui avaient appris que l'obscurité était une alliée si l'on savait s'en servir. Les 2 premiers hommes armés sont montés par l'escalier de secours. Ils ont poussé dans le couloir du 32e étage et ont trouvé Pax debout, au fond, le dos contre le mur, l'arme pointée à hauteur des yeux. 2 tirs, 2 hommes à terre. Précis, net. Les coupes de feu ont brisé le silence de la suite comme le tonnerre dans un ciel clair. Alio bougeait avant que l'écho ne meure. Il a roulé du canapé, a traversé le salon dans l'obscurité, a ouvert le coffre-fort mural dans la chambre principale avec un code à 4 chiffres. Ses doigts l'ont entré automatiquement, comme une respiration, et il a sorti un Beretta de 9 mm et 2 chargeurs de rechange. Il est revenu dans le salon juste au moment où les 2 hommes armés suivants ont défoncé les portes du balcon ouest. Le verre renforcé a explosé vers l'extérieur, des éclats se dispersant sur le sol en marbre, tandis que le vent glacial de la nuit de décembre s'engouffrait à l'intérieur. Alio a tiré de derrière le bord en granit. Le premier tir a touché la poitrine de l'homme de devant, le projetant en arrière sur le balcon. Le deuxième tir a touché l'épaule de l'homme derrière lui, le faisant chanceler et riposter. La balle a traversé le mur de plâtre à moins d'1 largeur de main de la tête d'Alio. Alio a tiré une 3e fois,
touchant l'homme à l'estomac, et il s'est effondré au milieu du verre brisé. Les 4 hommes de main étaient à terre. Moins de 2 minutes. La suite est retombée dans le silence, rompue seulement par le vent nocturne qui passait à travers le cadre brisé des portes du balcon et la respiration lourde d'Alio derrière le bar. Il s'est levé, a balayé la pièce du regard, a compté les corps. 4, a appelé Pax depuis le couloir. 2 ici, c'est réglé. Alio a hoché la tête et a baissé son arme, et au moment exact où il l'a baissé, à la seconde exacte où l'adrénaline a commencé à se dissiper, à l'instant exact où chaque instinct de combat lui disait que le chef manquait d'encore. Mais pendant une fraction de seconde, son attention s'est portée sur la chambre de Sloan. Une silhouette sombre est passée par la porte du balcon est, celle que personne ne surveillait car elle était au 32e étage et aucun escalier de secours n'y menait. Yates avait grimpé depuis la cage d'ascenseur jusqu'au toit, avait traversé le balcon technique et s'était glissé par la seule direction que le système de sécurité ne couvrait pas, car il était un ancien agent de la DUA et il savait lire le plan de sécurité d'un bâtiment mieux que n'importe quel criminel de rue ne le pourrait jamais. Il se tenait à moins de 4 mètres derrière Alio. Dans le noir, Alio ne l'a pas vu. Pax était au fond du couloir, trop loin pour réagir. Yates a levé le Glock, a tiré la culasse, et le son du métal qui bouge dans le silence ruiné de la suite a retenti aussi clairement qu'une phrase. Sloan ne s'est pas cachée dans sa chambre quand le premier coup de feu a déchiré le silence de la suite. Elle n'a pas rampé sous le lit, ne s'est pas recroquevillée dans le coin de la salle de bain, n'a pas serré son sac à dos en priant comme la fille silencieuse que Cordero, Troy et le monde entier croyaient qu'elle était. Elle a roulé hors du lit, ses pieds nus heurtant le sol de pierre froide, et a bougé. Non pas avec le mouvement de quelqu'un qui panique, mais avec le mouvement de quelqu'un qui a vécu assez longtemps autour du danger pour savoir que rester immobile signifiait la mort. Elle a couru dans le couloir sombre, non pas vers la sortie de secours, mais vers le bureau d'Alio. Elle connaissait l'existence de l'arme depuis la 2e semaine. Le tiroir supérieur droit de son bureau, le Smith & Wesson Compact qu'il gardait comme arme de secours. Elle ne lui avait jamais dit qu'elle le savait. Elle ne lui avait jamais dit non plus que les nuits où elle ne pouvait pas dormir, elle s'était demandé s'il y aurait un jour où elle aurait besoin d'ouvrir ce tiroir. Ce jour, c'était aujourd'hui. Elle a ouvert le tiroir, a enroulé sa main autour de la crosse, a trouvé la détente avec son index et a réalisé que sa main ne tremblait pas. Pas comme elle avait tremblé quand elle s'était lavé les mains après avoir retiré une balle d'un homme sur le canapé. Pas comme elle avait tremblé quand elle tenait le couteau qui a libéré Maeve dans l'entrepôt de Camden. Maintenant, dans l'obscurité de la suite en ruine, avec le vent de la nuit de décembre hurlant à travers le verre brisé, sa main était aussi stable que la main de l'infirmière de 21 ans qui avait autrefois pressé ses 2 paumes sur 2 blessures par balle dans l'estomac d'un étranger à 2 heures du matin et avait refusé de le laisser mourir. Elle s'est déplacée le long du couloir, le dos contre le mur, et quand elle a atteint le coin où le couloir s'ouvrait sur le salon, elle l'a vu. Alio se tenait derrière le bar en granit avec son arme baissée, une épaule légèrement relâchée, se tournant vers Pax au fond du couloir. Et derrière lui, à moins de 4 mètres, une silhouette sombre se tenait près de la porte du balcon un bras tendu, un Glock pointé droit au milieu du dos d'Alio. Yates. Il se tenait immobile comme une pierre, respirant régulièrement, les yeux rivés sur la cible. Et le son de la culasse qui se réarmait dans le salon silencieux a dit à Sloan qu'elle avait moins d'1 seconde. Elle n'a pas réfléchi. Elle n'a pas visé avec soin. Elle ne s'est pas souvenue qui lui avait appris à tirer ou si elle avait déjà tiré avec une arme auparavant. Elle a seulement levé l'arme, l'a pointée sur la forme sombre et a appuyé sur la détente. L'explosion a déchiré l'espace clos. La balle a frappé Yates à l'épaule droite, le faisant tourner sur le côté. Le Glock a tiré sauvagement dans sa main, la balle s'enfonçant dans le plafond en plâtre au lieu du dos d'Alio. Yates a trébuché, son pied dérapant sur du verre brisé, et avant qu'il ne puisse retrouver son équilibre, Alio s'était déjà retourné. Le réflexe d'un homme qui avait vécu toute sa vie dans un monde où une demi-seconde de retard signifiait la mort. Il a tiré 2 fois. Yates s'est écrasé sur le sol en marbre, le Glock volant de sa main et est resté là, haletant. Le sang s'écoulait de son épaule et de sa cuisse. Vivant,
mais incapable de se battre. Pax est arrivé en chargeant depuis le couloir, a repoussé le Glock d'un coup de pied, est retourné Yates face contre terre et lui a attaché les poignets avec des menottes en plastique, avec le genre de mouvement qu'il avait effectué des centaines de fois auparavant. La suite est retombée dans le silence. Le genre de silence qui résonne dans vos oreilles après des coupes de feu. Le genre dans lequel vous pouvez entendre votre propre pouls marteler dans vos tempes. Le vent de décembre passait à travers 3 vitres brisées, apportant un froid assez vif pour couper la peau et faisant tourbillonner l'odeur de poudre à travers le salon. Le verre scintillait sur le sol sous les lumières de la ville de Philadelphie qui brillaient à travers les trous de balles dans les murs. Du sang sur le marbre, des douilles roulant lentement sur le sol incliné. Et au milieu de tout cela, Sloan se tenait au coin du couloir avec le Smith & Wesson toujours à la main. Son bras toujours levé, son doigt toujours sur la détente, et maintenant sa main tremblait fort. Toute l'adrénaline que son corps avait déversée en ces 3 secondes se dissipait d'un coup, la laissant pieds nus sur un sol de verre brisé, avec une arme tremblante à la main, et des yeux marron foncé brouillés de larmes qui ne tombaient toujours pas. Alio l'a vu. Il l'a vu avant de voir quoi que ce soit d'autre, avant le corps sur le sol, avant Yates menotté, avant la suite en ruine. Il a marché vers elle à travers le verre, à travers les douilles, à travers le sang, et s'est arrêté devant elle. Il ne lui a pas dit de baisser l'arme. Il n'a pas donné d'ordre. Il a seulement tendu la main, doucement, lentement, a posé sa main sur la sienne, la main crispée sur la crosse, et a délicatement retiré ses doigts un par un. Un doigt, puis 2, puis 3, jusqu'à ce que l'arme quitte sa main et repose dans la sienne. Il l'a posée sur le bord sans regarder. Puis il l'a prise dans ses bras, pas par réflexe, pas parce qu'elle avait besoin de réconfort, mais parce qu'il ne pouvait pas ne pas la serrer contre lui. Parce que 3 secondes plus tôt, la balle de Yates aurait dû être enterrée au milieu de son dos, et la femme qu'il avait gagnée à une table de poker, la femme qu'il avait amenée dans sa suite, la femme dont il s'arrêtait devant la porte chaque nuit sans jamais frapper, venait de lui sauver la vie pour la 3e fois. Ses bras se sont enroulés autour de son dos et l'ont attiré contre sa poitrine. Et il l'a serrée si fort qu'elle pouvait entendre son cœur battre à travers sa chemise, vite et fort. Le battement de cœur d'un homme qui venait de voir la mort à une seconde de lui et l'avait vue, elle, à sa place. « C'est la 3e fois que tu me sauves la vie », a-t-il dit dans ses cheveux. Sa voix était rauque, plus brisée qu'elle ne l'avait jamais entendue. La voix d'un homme qui avait tout contrôlé dans sa vie et ne pouvait pas contrôler ce moment. Sloan a enfoui son visage contre sa poitrine, ses mains agrippant sa chemise, et elle a répondu d'une voix étouffée, portant un sourire qu'il pouvait sentir contre son corps, même s'il ne pouvait pas le voir. Arrête de compter. Le lendemain matin, alors que l'aube de Philadelphie se déversait à travers les cadres fraîchement brisés des fenêtres de la suite et que l'équipe de réparation d'Alio commençait à nettoyer le verre brisé du sol en marbre, Alio était assis dans son bureau au téléphone avec Astrid Henley à 6 heures du matin. Il n'a pas remis les preuves au FBI. L'agent Buller Whittaker était prête à signer le mandat de perquisition de la suite sur la base des fausses informations de Cordero. Et même si Alio n'avait aucune preuve qu'elle avait été achetée, il n'avait aucune raison de croire qu'elle ne l'avait pas été. Car dans son monde, la suspicion n'était pas une faiblesse. C'était la raison pour laquelle il était encore en vie. Astrid, la meilleure avocate pénaliste de Philadelphie, la femme qui avait protégé le flanc juridique de l'Empire Vest pendant 12 ans sans jamais laisser son client mettre les pieds dans un tribunal, avait son propre canal privé. Un procureur fédéral du district Est de Pennsylvanie, qu'Astrid savait ne pas pouvoir être acheté, non pas parce qu'il était un saint, mais parce qu'il avait une ambition politique et une mise en accusation historique contre le baron de la drogue de la côte Est serait le ticket pour le Sénat qu'il attendait depuis toute sa carrière. Astrid a organisé la réunion en 24 heures. Les preuves ont été transférées au bureau du procureur fédéral au centre-ville de Philadelphie sous la supervision de 3 avocats et de 2 témoins indépendants. La vraie clé USB, celle contenant les dossiers des patients, les reçus de médicaments, et les données sur l'entrée et la distribution des produits pharmaceutiques dans 3 hôpitaux de Baltimore sur 2 ans. L'enregistrement du microphone caché dans l'entrepôt de Camden, capturant la voix de Cordero alors qu'il décrivait en détail l'opération de Fentanyl. Comment il avait soudoyé les chefs de pharmacie. Comment il avait effacé les données. Comment il avait nettoyé les témoins.
Le témoignage direct de Sloane Ashford, ancienne infirmière en chirurgie traumatologique à Johns Hopkins, la seule témoin qui avait copié les données avant que le système ne soit effacé. Et enfin, Yates, le tueur et ancien agent de la DEA, allongé dans un lit d'hôpital avec 3 blessures par balle, faisant face à une peine de prison à vie, a choisi d'échanger son témoignage contre la clémence. Il a exposé toute la structure de l'organisation de Cordero, la liste des personnes assassinées, les personnes soudoyées et chaque opération qu'il avait nettoyée au cours des 3 années précédentes. 47 chefs d'accusation de meurtre, 12 chefs de trafic de stupéfiants, 6 chefs de blanchiment d'argent, 3 chefs d'intimidation de témoins. Un acte d'accusation de plus de 200 pages. Le dossier du tribunal fédéral du district du Maryland a enregistré l'acte d'accusation historique contre Franklin Cordero, construit sur les preuves fournies par une ancienne infirmière de traumatologie nommée Sloane Ashford. La femme qui, 3 ans plus tôt, avait disparu de Baltimore avec un sac à dos en toile et une clé USB, avait survécu à 3 ans d'abus, une nuit sur une table de poker et un hiver dans la suite du chef de la mafia de la côte Est, pour finalement se tenir devant un tribunal fédéral et dire la vérité que 47 morts ne pouvaient plus dire pour eux-mêmes. Les 3 mois convenus n'étaient même pas à moitié écoulés. En vérité, ces 3 mois avaient pris fin bien avant les quais de Camden, avant la nuit où Yates a attaqué la suite, avant le moment même où Sloane s'est tenu dans le salon en ruine avec une arme tremblante à la main et où Alio l'a tenu au milieu du verre brisé. Mais personne ne l'a mentionné. Personne n'a compté les jours. Pas jusqu'au matin après que le tribunal a accepté l'acte d'accusation et que Cordero a été officiellement placé en détention provisoire en attendant son procès. Ce matin-là, Sloane se tenait près de l'ascenseur de la suite du 32e étage avec son sac à dos en toile sur une épaule. Le sac à dos était beaucoup plus léger maintenant qu'il ne l'avait été la première nuit. Plus de clés USB, plus de fournitures médicales, car celle-ci avait été déplacée dans la clinique clandestine de la buanderie, l'endroit que les hommes appelaient encore la chambre de Doc. Le sac ne contenait plus que quelques vêtements, un livre et la clé de la chambre qu'Alio lui avait donnée la première nuit. Alio se tenait dans le salon, le dos à l'ascenseur, regardant la ligne d'horizon de Philadelphie à travers le mur de verre fraîchement remplacé. Il a entendu ses pas s'arrêter à l'ascenseur. Il ne s'est pas retourné. « Vous êtes libre, Sloane », a-t-il dit, sa voix basse, égale, parfaitement contrôlée. La voix du patron de l'Empire Vess. Mais Sloane avait vécu avec lui assez longtemps maintenant pour entendre la fissure sous ce contrôle, petite et profonde, à l'intérieur du mot « libre », comme si le mot lui-même avait un goût amer quand il le prononçait. Vous l'avez toujours été. Sloane a regardé son dos, le large dos sous la chemise blanche, les dos qu'elle avait suturés à minuit, le dos qui aurait dû porter la balle de Yates si elle n'avait pas appuyé sur la détente. Elle a regardé la suite, l'endroit où elle était entrée comme une prisonnière et était restée comme une guerrière. La cuisine où elle avait cuisiné des pâtes aglio et olio et fait manger 3 portions à Pax. Le comptoir où les gants en caoutchouc étaient apparus sans explication. La salle de bain où son souffle avait touché la peau nue de son dos. Le couloir où ses pas s'étaient arrêtés devant sa porte chaque nuit, puis s'étaient éloignés tranquillement. Elle a regardé tout cela et elle a compris que ce n'était plus une prison dorée. C'était l'endroit où elle avait retrouvé la voix que 3 ans de silence avaient presque tuée. C'était l'endroit où ses mains sauvaient des gens au lieu de se cacher. C'était l'endroit où elle avait arrêté de fuir. Sloane a posé le sac à dos sur le sol en marbre. Le son qu'il a fait était doux, mais dans le calme de la suite, il a atterri comme une réponse. Alio l'a entendu. Son dos s'est raidi. « Je ne reste pas parce que vous me l'avez demandé », a dit Sloane, sa voix calme et claire. Chaque mot portait le poids d'une décision qui n'avait pas été prise aujourd'hui, mais bien avant. Peut-être la nuit où elle a suturé son dos dans la salle de bain, peut-être la nuit où elle s'est tenue devant son bureau à 1 heure du matin pour l'avertir à propos de Corbin. Peut-être à l'instant où elle a appuyé sur la détente du Smith & Wesson sur l'ombre derrière lui. Je reste parce que je le choisis. Alio s'est retourné et Sloane a vu quelque chose dont elle se souviendrait toute sa vie. Le visage qui avait fait trembler tout le monde souterrain de la côte Est. Le visage que Pax, Maeve et chaque ennemi n'avaient jamais connu que dans un état de contrôle froid et parfait. Ce visage, pour la première fois, révélait de la fragilité, pas de la faiblesse.
de la fragilité comme un épais mur d'acier dont on aurait retiré une brique, et par cette étroite ouverture, la lumière entrait pour la première fois en 36 ans. Alio a marché vers elle un pas à la fois, lentement, comme s'il avait peur qu'elle change d'avis s'il bougeait trop vite. Il s'est arrêté devant elle, assez près pour qu'elle entende sa respiration, et il a levé les deux mains vers son visage, le tenant dans ses deux paumes, doucement. Ses mains qui avaient pressé des détentes, brisé un comptoir en granit, s'étaient serrées jusqu'à ce que les jointures blanchissent en regardant une vidéo de Maeve attachée à une chaise, tenaient maintenant son visage comme si c'était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais touchée. Et il l'a embrassée, lentement, profondément, dans la lumière du soleil de la suite du 32e étage, avec la ligne d'horizon de Philadelphie s'étalant derrière eux et le sac à dos en toile posé sur le sol. Le même sac à dos qui avait voyagé avec elle de Baltimore à Atlantic City, à travers le plus long hiver de sa vie, reposant maintenant là, vide et léger, parce que tout ce qu'elle avait eu besoin de protéger n'était plus à l'intérieur du sac. Alio Varese n'a jamais quitté le monde de la pègre. Mais les gens ont dit qu'à partir de cet hiver-là, l'Empire Vess a commencé à changer. Moins de sang, plus de stratégie. Les hommes blessés étaient soignés au lieu d'être abandonnés. Et dans la plus haute suite de Philadelphie, il y avait toujours une lumière chaude allumée chaque nuit, parce que quelqu'un attendait à la maison. Et pour la première fois de sa vie, Alio Varese avait une raison de rentrer. Parfois dans la vie, nous jugeons les gens sur leur apparence, sur leur silence, sur les circonstances dans lesquelles nous les voyons pour la première fois. Et nous oublions que chaque personne porte une histoire que nous n'avons pas encore entendue. Sloane est entré dans cette salle VIP du casino cette nuit-là, ressemblant à un fardeau sans valeur. Mais à l'intérieur d'elle se trouvait un cœur qui sauvait des vies, même quand personne n'était là pour la sauver. Et Alio, l'homme que le monde ne voyait que comme impitoyable, a été le seul à voir vraiment qui elle était, parce qu'il portait la dette de gratitude de la nuit où elle avait refusé de le laisser mourir. Cette histoire nous rappelle que le courage n'est pas l'absence de peur, mais choisir de faire ce qui est juste alors que vos mains tremblent encore. Que le véritable amour ne vient pas des mots, mais de petits actes répétés au fil du temps. Une paire de gants sur l'étagère de la cuisine. Des pas qui s'arrêtent devant une porte, puis s'éloignent tranquillement. Une porte avec une serrure à l'intérieur que personne n'a jamais forcée. Et que parfois, les trésors les plus précieux se trouvent dans les endroits les plus sombres, par les personnes même que le monde entier a négligées. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez ressenti la puissance de Sloane quand elle a posé son sac à dos et a dit « Je reste parce que je le choisis », s'il vous plaît, appuyez sur le bouton. J'aime pour que nous sachions que cette histoire a signifié quelque chose pour vous. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les histoires émouvantes que nous vous apportons chaque jour. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, quelqu'un qui se sent sous-estimé, négligé ou qui cache sa vraie force, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec eux. Nous aimons vraiment savoir ce que vous avez ressenti au plus profond de votre cœur. À quoi cette histoire vous a-t-elle fait penser? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un que le monde a complètement mal jugé? S'il vous plaît, partagez vos pensées dans les commentaires, car chaque histoire que vous racontez devient notre plus grande inspiration pour continuer à vous proposer des vidéos de qualité. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix chaque jour. Merci d'avoir été ici avec nous. Au revoir, au revoir, au revoir, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.